Marion Messina, qui collabore donc à Marianne, à Socialteur et à la Revue du Comptoir. Elle a publié un premier roman en 2007 aux éditions Le Dilettante, qui est un roman d'apprentissage, Faux départ, et qui est une chronique sociale réaliste et cinglante, et qui règle son compte à notre société, avec une histoire d'une jeune fille qui s'appelle Aurélie, c'est bien ça, une jeune grenobloise qui monte à Paris où elle va refuser, et je trouve que la phrase est jolie, à son destin de pauvre de s'accomplir. Alors on va rebondir sur l'idée de la nuance et la complexité dans le débat public qui est en train de s'effacer petit à petit par rapport aux médias qui simplifient un peu les choses à l'extrême. Et donc on commence par une première question, à savoir aujourd'hui les médias et plus précis. Oui. Je le coupe. Après chaque question, le public pourra poser les questions. Voilà, on fera ça au fur et à mesure, parce que sinon après vous allez oublier de les poser à la fin. Voilà. Donc il y aura un temps de respiration. Donc aujourd'hui les médias et plus précisément avec l'influence grandissante des chaînes TV Info en continu, on ne va pas les citer, mais enfin il y en a 4 en France, mais on va retenir les meilleurs, à savoir BFM TV et CNews, qui vont être la référence, voilà. Et on va se demander en quoi elles ne contribuent pas donc à cette simplification de la pensée. Donc là, tu veux que je rebondisse sur les chaînes d'infos. Enfin, Voilà. j'ai pas mal de choses à dire. L'article que j'ai écrit donc pour le site internet qui s'appelle Le Comptoir, c'est pour l'anecdote, on a baptisé le site internet Le Comptoir parce que Balzac disait que le comptoir c'était le Parlement du peuple. Donc c'était très drôle de bricoler entre guillemets un contre-média gratuit bénévole sur internet pour le peuple, sur lequel tout le monde peut réagir et dans lequel tout le monde peut écrire. Et en fait, au départ, j'ai écrit cet article contre la bipolarisation qui vient, parce qu'il y avait un contexte très particulier après le confinement que moi je ressentais beaucoup en région parisienne, qui était lié à la notion de privilège blanc. Et je trouvais que c'était très simpliste de résumer une situation économique, financière très complexe à partir de la couleur de peau. C'est-à-dire que on peut dire que les personnes les plus riches en France sont blanches pour la plupart du temps, parce qu'elles sont issues d'une bourgeoisie historique, elles ne sont pas issues de l'immigration, donc a priori ça concerne des personnes blanches. On amalgame pas mal de choses qui viennent des États-Unis. Moi, je connais très bien les Antilles françaises pour des raisons conjugales, donc on peut éventuellement parler de privilèges blancs en Martinique avec les béquiers qui sont de très vieilles familles blanches et qui monopolisent les ressources, etc. Mais je trouvais que c'était vraiment du prêt-à-penser malsain de dire que quelqu'un qui naissait blanc aujourd'hui en France, dans une famille d'ouvriers au chômage en Picardie, avait un privilège sur quelqu'un de la classe moyenne noire en région parisienne. Ce n'est pas une question de couleur de peau, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Un smicard d'origine malienne qui vend en Ukraine, il est nettement plus privilégié que les Ukrainiens blonds aux yeux bleus. Et donc, je n'aimais pas qu'on importe en France des débats d'origine états-unienne, puisque même le rapport de la France à l'esclavage et aux colonies n'a rien à voir avec les États-Unis, puisque l'esclavage que la France connaît, c'est celui des Antilles, qui était à 10 000 km de la métropole. Donc le rapport à la question n'est pas du tout le même. Et je trouvais très curieux, tout d'un coup, d'expliquer à des gens qu'en naissant blanc, ils jouissaient d'un privilège. Et j'étais aussi très curieuse de questionner cette question de privilège. Est-ce que vous êtes privilégié parce que vous avez la chance de ne pas connaître la pauvreté? Dans d'autres termes, vous êtes handicapé quand vous n'avez pas de jambes, mais est-ce que celui qui a ses deux jambes et qui peut courir a un privilège? Et donc au niveau économique, c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un qui peut se soigner, éduquer ses enfants, se nourrir et se loger a un privilège? Ou est-ce qu'au contraire, ceux qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants correctement, les loger dans des conditions décentes, sont euh, entre guillemets déprivilégiés? Pour moi, la question se posait plutôt comme ça. Et il était absolument impossible de développer cette pensée en 140 caractères sur Twitter ou de donner mon point de vue en répondant bêtement à oui ou non. Et dans une société qui est très marquée par les sondages, eh bien cette pensée binaire, c'est ce qu'on nous impose. Souvent, si vous avez été contacté par des instituts de sondage, on vous pose une question, il y a trois possibilités, il n'y en a aucune qui correspond à ce que vous pensez, donc par défaut, vous répondez, enfin vous cochez une des trois cases qu'on vous propose, et à la fin, on reprend votre parole en disant, je sais pas,
On vous appelle, on vous dit Mireille, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron est plutôt un débile mental ou un génie? Oh, bah, il n'a pas l'air d'être débile mental. Ah, donc vous pensez qu'il est un génie? Bah, 80% des Français pensent qu'Emmanuel Macron est un génie. Donc c'est un peu comme ça en réalité que les problèmes se posent de plus en plus sur des choses de plus en plus complexes et qui nous concernent. Par exemple, le masque. On ne peut pas être pour ou contre le masque. Ça dépend énormément des contextes. On peut dire bah, je suis contre le port du masque quand je suis tout seul dans la rue à 4 heures du matin. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre le port du masque quand vous êtes infirmière en EHPAD et que vous vous retrouvez des fois en parlant à une personne âgée à 10 cm de son visage. Et donc, cette option à chaque fois du pour ou contre, du oui ou non, du je suis ou je ne suis pas, rend très difficile les pensées complexes, un petit peu élaborées, et c'est ce qui nous pousse de plus en plus vers des extrêmes. C'est-à-dire que si vous forcez les gens à choisir entre A et B, une fois qu'ils sont acculés, eh ben, ils vont rester sur leur position A et B. Et en plus, ça renvoie à chaque fois les gens vers des extrêmes. Donc, dans le cas du privilège blanc, comme ma belle famille est antillaise, j'ai eu des réflexions des fois dans ma belle famille, des propos du type oui, mais tous les blancs sont privilégiés, oui, mais un ouvrier au chômage, bah, il est privilégié quand même. Et puis tous les blancs sont des racistes sans exception, et puis tous les noirs sont des victimes sans exception. Et il y a quand même eu un moment où je me suis dit on ne peut pas caricaturer la réalité à ce point, ou alors on va vraiment pousser des gens soit vers le parti des indigènes de la République, soit vers le Front National, et c'est en fait préparer le terrain pour une espèce de guerre raciale, même par écran interposé, qui ne m'intéressait pas. Et pour en revenir donc au départ sur ta question, c'était une longue digression, mais il fallait que je contextualise un peu les choses, hein, excuse-moi. Les chaînes d'infos en continu sont en train de diviser les Français, et on le voit très concrètement, par exemple pendant le confinement. Donc, on avait l'impression qu'il y avait soit que des gens pro-chloroquine, complotistes, abrutis, soit des gens qui suivaient le règlement, qui étaient plus éclairés, plus disciplinés, plus chinois, donc meilleurs. Et en réalité, on peut très bien avoir une pensée subtile. Moi, je ne suis pas médecin, je ne sais pas si la chloroquine marche, peut-être qu'elle marche. Peut-être qu'elle ne marche pas, mais que c'est un peu exagéré de présenter Raoult comme un abruti. En fait, on peut toujours nuancer tous les propos, ce que ne permettent pas les chaînes d'information en continu, ce que ne permettent pas les réseaux sociaux. Et en plus de ça, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des algorithmes qui ne proposent que des sources d'informations en rapport avec votre point de vue. Donc, votre opinion, quand vous l'avez, vous pouvez de moins en moins, je dirais, la métisser, la nuancer, ajouter des éléments d'une autre pensée pour construire la vôtre. Et donc, on se retrouve avec un prêt-à-penser qui est très compliqué. Et puisque, à un moment donné, il faut voter, tout ce prêt-à-penser, à un moment donné, va se retrouver dans les urnes. Donc, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et donc, BFM, non, n'est pas une chaîne d'information en continu. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y en avait 4. Il y a BFM, CNews, France TV Info qui est un peu. Oh, oui, ça, c'est le haut du panier. Oui, mais en fait, Oui. c'est une chaîne. Non, mais je parlais des deux meilleures, celle-ci. Ah oui. Voilà. Bah, dans les deux. LCI. Ah oui. C'est 4, oui. C'est vrai, ça fait 4. J'en oublie. Voilà. On va faire comme on va insister sur CNews. Par rapport à une émission moi, qui m'interpelle énormément, L'heure des pros, si vous connaissez. Oui, bien sûr. Voilà. Ah bah, je suis journaliste quand même, donc Oui, non, mais je déjà que je suis demande. pas capable de citer 4 chaînes d'infos en continu. Voilà. Ne le dites pas à la commission de la carte de presse parce que c'est. Donc j'aimerais connaître votre regard sur ce genre d'émission. C'est de la merde. Mais je vais développer parce qu'on est censé donc. Bah ouais. Votre masque, monsieur. Ah, très bien. Non, mais dans le Gardez le sens verre à la main. où c'est plutôt des combats de rhétorique, il n'y a pas de recherche de vérité, quoi. Oui, et puis c'est de la rhétorique assez médiocre. Hein. On n'est pas sur la controverse de Valladolid au XVIe siècle. Hein. À mon avis, le niveau de latin a un petit peu baissé entre-temps. Oui, le problème de l'heure des pros, c'est qu'on prend deux invités qui, en plus, pour des raisons personnelles, veulent avoir le pas sur l'autre et à aucun moment, pour des questions d'orgueil, de représentativité, etc., à aucun moment, l'invité A va dire à l'invité B « Ah, ce point, je vous le concède, là, je suis d'accord avec vous, je vais y réfléchir ». Donc on a en fait, désolé, c'est la métaphore entière qui me vient, on a un combat mangouste contre serpent, quoi.
Donc, c'est-à-dire qu'on a deux rageux et c'est celui qui va niaquer le premier l'autre. Ce n'est pas construit, et puis c'est à chaque fois sur des choses qui sont intéressantes, mais qui ne vont pas peser sur la société à long terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas un débat sur comment entamer une transition écologique sur le long terme. On a pour ou contre Greta Thunberg, pour ou contre la journée du 14 septembre, pour ou contre ce qui s'est passé il y a quelque temps avec l'initiative lancée par des lycéennes pour le droit de s'habiller de manière entre guillemets indécente. On voit bien qu'on a affaire à une vraie bipolarisation, parce que d'un côté, on avait des nénettes qui disaient moi, je veux arriver avec le string papillon qui dépasse du jean taille basse, et la réponse en face, qui était un petit peu plus conservatrice, c'était les jeunes femmes musulmanes qui disaient moi, je veux porter le voile. Et là, on avait tout d'un coup l'impression, alors Britney Spears ou Diams, Britney Spears, et on a des vraies émissions de débat qui ne servent à rien et qui concernent ces sujets. Et en fait, ces sujets, encore une fois, on peut les prendre posément, éviter l'hystérie. Mais quand tout d'un coup, vous dites qu'en gros, on change de sujet de conversation tous les jours, on pousse forcément les gens à l'hystérie. Parce que vous vous dites ah, j'ai 1 heure d'antenne, il faut que je défende mes arguments, je veux qu'on me voie, je veux qu'on me rappelle. Il faut savoir que dans ces émissions, les gens qui viennent débattre sont payés. Ah bah si, je le sais, on me l'a déjà proposé. Ah bah maintenant, on les paye. C'est 300, vous vous êtes fait avoir, parce que maintenant c'est 300 €. Hein. Bien sûr que non, on n'est pas payé, c'est ceux qui le font régulièrement. Ah oui, les Oui. interviews. Et moi, je les ai fait parce que j'étais journaliste, et j'en ai fait souvent, j'ai jamais été payé. Alors, maintenant, si vous les faites souvent, vous êtes payé, et justement, les gens ont... j'aimerais bien déjà qu'on me laisse finir, ce serait aimable, mais vous êtes payé si vous venez souvent, et justement, pourquoi les gens ont tendance à être dans l'excès dans ce genre d'émission, là, c'est factuel, ils ont tendance à être dans l'excès, ne me dites pas non. D'accord, c'est effectivement un problème, mais ce que je veux dire, c'est que pour être payé, il faut faire la même émission toutes les semaines. Les chaînes s'arrangent pour pas d'avoir... J'en discuterai avec mon contact, et peut-être qu'elle a un passe-droit et qu'exceptionnellement elle est rémunérée, mais en tout cas, les gens veulent être invités régulièrement dans ce genre d'émission, parce que derrière, il y a des gens qui commentent ce que vous dites, qui vous reprennent sur les réseaux sociaux. Ah non, mais c'est... Pour avoir un poids, pour être dans le petit monde de la presse, pour être un décideur, un influenceur. Ce qui veut dire avoir de l'argent, généralement. Pas forcément. Avoir de l'influence dans la profession, c'est pas forcément, ça se traduit pas forcément. Ça se traduit pas forcément, mais c'est fortement corrélé. Quand vous devenez quelqu'un de très médiatique et que vous écrivez des tribunes, généralement, elles sont pas payées à l'estime. Les journalistes n'écrivent pas des tribunes, il y a aussi des journalistes qui se font des articles. Et pour qui? Et des articles payés. Des articles payés par leur boîte, mais leur boîte ne va pas les payer davantage parce qu'ils passent à la télé. Non, je vous assure. C'est pas ça la motivation de beaucoup de journalistes qui le font. C'est évidemment la motivation de certains. C'est pas la motivation de tous. Et certains le font vraiment pour avoir cette visibilité, pour être réinvités, ça c'est sûr, mais c'est pas uniquement pour l'argent. Alors disons que je connais des jeunes journalistes qui doivent payer leurs 9 mètres carrés 800 €, et eux, l'argent, ils y pensent. Mais bref. C'est pas forcément eux qu'on a dit. Ils font tout pour être invités, ce qui fait que dans les débats, je me répète, ils sont plus ou moins outranciers, ils veulent trouver la petite phrase qui marque, et on résume 1 heure de débat à la phrase qui marque. Donc évidemment, on ne peut pas avancer intellectuellement dans ce genre de contexte. Et donc le problème d'une émission comme l'heure des pros, c'est qu'on prend un sujet, on a 1 heure pour le défendre, c'est ce qu'on appelle sur Twitter du Mancy-Interrupting, sir. Mais Mon passage. Oui. Désolée pour l'accent. Pardon my French. Je donne des cours, hein. Oui, monsieur. Comment pouvez-vous dire que l'heure des pros, c'est de la merde? Je me demande comment vous pouvez juger. En fait, on peut faire de l'humour aussi, monsieur. Oui, ça se voyait que je faisais de l'humour, en fait. Moi, si je dis que Marianne, c'est de la merde, qu'est-ce que vous me répondez? Vous allez faire partie des milliers de personnes qui nous le disent toutes les semaines, et on fait avec, en fait. Hein. Ma partie, c'est une suggestion. Comme le sujet du débat, c'est la bipolarisation, et que tu me demandais de développer quelque chose, mais là, si je commence à expliquer tous les traits d'humour, ça va être un peu lourd.
On me demandait donc de dire ce que je pensais d'une émission et j'ai répondu de manière très simpliste et grégaire pour faire écho au sujet de la soirée. Parenthèse refermée. Oui, et puis on est là pour discuter, pas pour... voilà. Oui, donc on va passer sur Pascal Praud, puisque c'est très, très sensible. On va revenir sur une expression sur le... Et d'ailleurs, je viens juste de percuter Pascal Praud, l'heure des pros. Ah oui. J'avais jamais fait le rapprochement. Je me sens un peu... Oui, je viens de faire le rapprochement. Oui, pardon. Donc on revient sur un article du Comptoir qui traitait de la crise sanitaire qu'on traverse encore. Et il y a une phrase qui m'a interpellé, et dont tu es l'auteur. Hein. Qu'est-ce que cette crise sanitaire donne à voir si ce n'est l'horreur de notre visage social? J'aimerais une explication là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué avant même que le confinement soit prononcé, ça a été ce qui s'est passé le lendemain de la déclaration d'Emmanuel Macron. Donc on est jeudi soir, Emmanuel Macron dit « je ne vais pas confiner mais j'y pense et de toute façon il faut savoir qu'on fait face à une crise sanitaire ». Et donc en fait moi le lendemain je vais faire mes courses parce que c'est la journée au cours de laquelle j'ai l'habitude de faire mes courses et là j'ai vraiment vu des gens se mettre des poings dans la gueule pour le dernier paquet de pâtes. J'ai vraiment vu des gens arriver aux caisses automatiques. La caisse automatique ne rendait pas la monnaie correctement et des gens s'en prendre aux caissières en disant « Vous profitez de la faiblesse des gens pour trafiquer les caisses, pour prendre leur monnaie. » Et là, je me suis dit « Bon, il y a une maladie qui va venir, on ne sait pas combien de morts elle va faire, ça va être très dur. » Mais on sentait très bien tout de suite que la réaction des gens, c'était d'acheter le plus de masques possible, le plus de gel hydroalcoolique possible. Moi, j'ai vu dans les pharmacies une femme arriver et dire « je vous achète tout votre stock ». Alors je pense que c'était une femme qui, chez elle, devait avoir un conjoint et 2 enfants. Donc, quel était l'intérêt pendant le confinement, quand par définition on ne sort pas, d'avoir chez soi des dizaines et des dizaines de litres de gel hydroalcoolique? Puis ensuite est arrivée une chose qui m'a fait mal, mais énormément de délation, de contrôle. À un moment donné, moi, je suis sortie pendant le confinement dans la rue avec mon gamin, il rigolait, puis des gens le flinguaient du regard comme s'il avait dû faire acte de contrition, comme s'il fallait que, en fait... j'ai vraiment vu à ce moment-là beaucoup de postures, c'est-à-dire des gens qui ne soutenaient pas les infirmières quelques mois plus tôt, puis qui tout d'un coup allaient les applaudir au balcon et qui maintenant ne les applaudissent déjà plus, des gens qui allaient piller les pharmacies de gel hydroalcoolique quand les aides-soignantes dans les EHPAD n'en avaient pas, des gens qui n'adressent jamais la parole à leurs voisins, mais qui tout d'un coup scrutaient s'ils ne recevaient pas des gens chez eux alors que c'était interdit. Et finalement, c'est un petit peu comme la peste de Camus, c'est la maladie qui révèle la nature des gens, oui. Et bien à part ça, on a aussi vu des très belles choses avec énormément de familles dans les immeubles qui ont créé des groupes WhatsApp pour que des gens avec des difficultés financières puissent dire bah là j'aimerais bien qu'on m'aide un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs indépendants, je pense, parce que je suis à Paris, je pense par exemple aux auto-entrepreneurs qui ont des Uber, qui n'ont pas de protection sociale, qui sont à leur compte. Pendant le confinement, ils n'ont eu aucun revenu, ils n'ont pas eu de chômage partiel. Et donc, ces gens, à un moment donné, ont pu compter sur... puis les travailleurs sans papier, pareil, qui ne sont pas déclarés, donc ils ne peuvent pas avoir de chômage partiel. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, pendant le confinement, auraient pu être vraiment en danger. Et il y a eu aussi des réflexes de solidarité à micro-échelle pour les aider. Mais on sentait que c'était un peu une occasion pour certains de se cacher derrière la maladie pour exprimer leur détestation du prochain. Voilà, de tout d'un coup... j'ai pas envie de faire la bise, je veux pas que ton gamin me touche, je veux pas que tu t'approches. Enfin, je pense que pour des misanthropes, ça a dû servir d'alibi un petit peu. Voilà, on sent qu'il y a une... Je sais plus qui a écrit cet essai, mais il y a un peu une fatigue d'être soi ou une fatigue d'être avec les autres. Et donc la Covid a servi un petit peu de paravent pour tout ça et puis de révélateur. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va laisser les gens parler. Non. Peut-être une remarque. Oui. Peut-être qu'une remarque à propos du mot bipolarisation. Moi, j'ai envie de dire quelque chose qui n'est pas... J'ai envie de le dire un petit peu autrement.
c'est la dégradation délibérée du débat public. Ah oui, voilà, il y a une torsion du débat public pour le dégrader et pour effectivement l'amener dans cette espèce de processus de bipolarisation avec les suiveurs d'un côté, les suiveurs de l'autre, les leaders d'un côté, les leaders de l'autre. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas une idée très différente. Non, c'est très bien. Je prends la remarque et je n'y ajoute rien. Et ça revient justement à l'idée de démocratie. Normalement, on est dans une démocratie représentative, on est d'accord. Et ça devient de plus en plus une démocratie d'opinion. Oui. Une petite question. Attention. Par rapport aux chaînes dont vous avez parlé tout à l'heure, sur CNews par exemple, on trouve sur le plateau télé, il n'y a pas toujours juste un face-à-face. Sur les plateaux télé, des fois ils se retrouvent à 3, 4 ou 5. Et d'un côté, on va avoir un Asselineau avec un Zemmour face à Alexis Corbière et une Marlène Schiappa. Et est-ce que ce genre d'émission, donc pas juste un face-à-face, mais ils sont 4 ou 5, est-ce que ça n'amène pas quelque chose au débat justement? Ou c'est pas juste un face-à-face? Non, déjà, ça dépend de la qualité des invités. Donc là, vous m'avez dit Marlène Schiappa, donc je répondis là-dessus. Puis ça dépend aussi, en fait, beaucoup du pédigré de chacun. C'est-à-dire que quand vous faites débattre Zemmour, qui a derrière lui maintenant, je crois, 15 ans de télé, de phrases choc, enfin, c'est quelqu'un de très doué, même quand on ne l'aime pas, on ne peut pas le regarder et penser qu'il est mauvais dans cet exercice. Quand en face, vous prenez un militant politique qui est sur le terrain, mais qui n'a pas l'habitude des plateaux, vous l'envoyez quand même un petit peu en première ligne à la sortie de la tranchée. Et donc, voilà, il y a le choix des invités, il y a le choix des thèmes, et puis encore une fois, il y a vraiment une manière aussi d'orienter le débat. C'est-à-dire que vous faites venir par exemple Zemmour, Marlène Schiappa et encore 2 ou 3 personnes, et vous décidez de faire un débat sur le féminisme. La première question que vous pensez peut donner clairement soit l'avantage à Schiappa, soit à Zemmour, soit à l'un, soit à l'autre. Et voilà, chacun ensuite a sa gouaille, son talent personnel, ses habitudes. Et donc, à la limite, cette configuration peut déjà plus apporter quelque chose au débat. Mais Que justement, on n'est pas en dehors justement de cette pensée binaire. Est-ce que ça n'apporte pas quelque chose de plus à... Il peut y avoir un débat avec 1000 personnes et une pensée binaire au bout du fil aussi. Donc ça dépend vraiment de qui anime le débat, du sujet. Si déjà, moi je vous fais un sujet, est-ce que vous êtes plus graisse de canard ou beurre normand? Dans tous les cas, le débat sera binaire, même si vous faites intervenir 15 personnes. Donc les journalistes qui lancent le sujet de discussion ont leur responsabilité dedans aussi. Ce n'est pas que la faute des intervenants. Il y a eu de très bonnes émissions de débat à la télévision. Il y a encore pas si longtemps, on avait Tadei avec Ce soir ou jamais, et même lui, qui était quand même quelqu'un d'assez neutre, qui essayait de distribuer la parole et d'équilibrer, et il faisait vraiment venir sur son plateau des gens qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Ce qu'on retient de son émission, c'est souvent la phrase qu'un tel a sorti à un moment, parce qu'en plus, derrière, vous avez un arsenal technologique de séquençage de vidéos, de choses comme ça. Donc, vous pouvez prendre un très bon débat chez Tadei d'1h30. À un moment donné, il y en a un qui sort ce qu'on appelle une punchline. Elle est isolée, elle est mise sur YouTube, elle fait 3 millions de vues. Elle rentre dans le langage courant et en fait, on oublie les... Finkielkraut, par exemple. Oui, voilà. On voit Finkielkraut qui s'énerve, qui hurle « taisez-vous ». On oublie que derrière, il a en face de lui quelqu'un qui lui coupe la parole, qui lui manque quand même un peu de respect. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. C'est pas que la faute des journalistes, n'est pas que la faute des intervenants. Les outils des réseaux sociaux qui consistent à isoler des phrases, à les sortir de leur contexte et à donner des bons mots pour faire pendre des gens, ça joue aussi pour beaucoup. Et juste pour rattraper, parce que la télévision n'est pas qu'un objet non plus néfaste, hein, il y a une chaîne qu'on a oubliée, c'est pas une chaîne de TV en continu, mais il y a la chaîne parlementaire, qui est souvent oubliée et qui est une très très bonne chaîne aussi. Oui, il y a d'excellents documentaires sur la chaîne parlementaire. Au débat aussi, en fait, parfois. Ouais. Oui. La radio est parlementaire. Juste, on a parlé de Finkielkraut tout à l'heure. Je voudrais parler de son émission sur France Culture le dimanche matin. Réplique? Ouais. Quand même de très haut niveau.
où un jour j'avais entendu un débat entre Renaud Camus et je crois qu'il s'appelle Lebras, le géographe. Hervé Lebras, oui. Ils se sont pas engueulés sur le grand remplacement qui était de très peu. Oui. Mais voilà, la technologie rentre ici aussi en jeu, c'est-à-dire que la radio, c'est quelque chose que vous écoutez, vous êtes généralement beaucoup plus détendu que quand vous êtes stimulé par l'image devant votre télé avec des coupures pub, avec une mise en scène, enfin voilà. Et puis France Culture est quand même devenu un peu une exception dans le paysage médiatique d'aujourd'hui. Vous avez quand même des choses de très haut vol sur France Culture. Pour des raisons pécuniaires, je pense qu'on ne pourrait pas faire l'équivalent à la télévision, parce que ça coûte beaucoup plus cher de produire une émission de télévision qu'une émission de radio. Il y a des annonceurs, voilà. Alors du coup, la motivation, c'est elle est non pécuniaire. Non, mais il n'y a pas que ça, en fait, c'est... La qualité qui doit être faite derrière. On paye une redevance. D'ailleurs, on doit s'attendre à un niveau de qualité. Vous dites que le niveau de qualité est atteignable à la radio et pas à la télé, en justifiant pour des raisons pécuniaires, ou alors que nous, on est trop vus par l'écran ou autre. Il y a moyen de faire des débats. Le droit de réponse, par exemple, c'est quelque chose d'ouvert. Avec Michel Polac. Excusez-moi, j'étais pas née, mais je sais que c'était bien. Oui, vous savez que c'était bien. Oui. Donc pourquoi c'est pas faisable maintenant? Mais parce que... Il n'y a pas quand même une volonté justement de polarisation, de rendre la chose, le débat manichéen à la base. Mais parce que quand vous payez la... Non, mais... C'est comme pour le service public, la redevance. Oui, oui, la redevance ne paye pas... C'est un peu plus élevé que quelque chose. On est pour, on est contre. Et là, c'est comme ça que ça nous est présenté quand même. Mais à la limite, quand vous voyez l'émission qu'avait Ruquier à l'époque sur le service public, je pense pas qu'il faisait du clash pour ses annonceurs, puisque pour le coup, c'était effectivement l'argent de nos impôts qui payait son émission. Mais peut-être que s'il voulait d'année en année que son émission soit reconduite, eh ben, il fallait que ce soit un petit peu fort à un moment donné. Ces chroniqueurs, d'ailleurs, cette émission a fait la renommée de Zemmour, donc peut-être que les chroniqueurs qui arrivent, et puis même de ma patronne Polony, les chroniqueurs, eux, par contre, ils ont des intérêts individuels, donc ils veulent briller, ils veulent qu'on parle d'eux. Et donc, si vous voulez, en fait, ça marche pour un peu tous les domaines dans le monde d'aujourd'hui. Vous n'avez jamais qu'un seul facteur explicatif, et c'est ce qui fait que souvent, les gens, en étant d'accord, s'étripent sur quelque chose, parce que chaque phénomène peut être expliqué par différentes manières. Donc, dans l'abaissement du débat public, ça fait pas très plaisir, mais il y a l'abaissement du niveau de culture générale qui rentre en compte, qui aujourd'hui peut suivre de manière concentrée l'équivalent de Pivot d'il y a 30 ans. Bon, on voit bien que même dans les émissions littéraires, j'aime bien ce que fait Bunel avec la Grande Librairie, mais c'est pas comparable avec ce que faisait Pivot quand il recevait Solzhenitsyn à 20h50. Hein. Donc... Alors, pareil, on va rentrer dans des choses encore très complexes, mais parce que le niveau de culture générale s'est abaissé, parce que l'école fait moins son travail qu'avant, parce que les programmes, on a baissé la qualité, parce que l'enseignement du français... Pourquoi? Ah, mais ça, j'en sais rien, mais en fait... Faites votre boulot. Non, mais je suis désolé. Les migrants, les victimes collatérales dans n'importe quel conflit, il y a encore 30 ou 40 ans, ça aurait créé des millions de personnes dans la rue. Parce que les formations chasseurs. Mais il y a aussi quelque chose. Il y a aussi, vous les journalistes, en général, c'est quand même le boulot, c'est le quatrième pouvoir, votre pouvoir. Oui, oui. Normalement, c'est votre rôle de mettre le doigt là où ça fait mal et de le développer. Alors là, je suis très contente, parce que si on me demande de parler de mon métier... Oui, mais je vais vous dire pourquoi, dans ma rédaction, sans critiquer mes collègues, c'est difficile en réalité d'aborder un sujet de fond parce qu'on n'a pas le temps de lire. Il faut qu'on réagisse tout de suite à chaud, de la petite phrase, du petit scandale sur Twitter, de ci, de ça. Et nous, on reçoit des services presse tous les jours. Marianne, c'est une rédaction, et c'est pas la plus grosse rédaction de France, on doit carburer à en cumuler 50 services presse par jour. Le Monde, on a des trucs, des standards. Oui. Le Monde, il y a des petits scandales qui passent pour des petits scandales maintenant, qui il y a encore 30 ans, oui, bien sûr. Créer une réaction pas possible. Mais quelque chose comme le chlordécone aux Antilles, ça aurait mérité un scandale d'État.
Voilà, et pas quelques indemnisations à droite à Les gauche. syndicalistes voilés qui arrivent dans le même temps, ça fait des mois qu'on n'a pas entendu parler de l'Amazonie, qu'on n'a pas entendu parler des guerres sur la corne de l'Afrique, on n'a pas entendu. Et c'est des choses, le moindre. Enfin, il y a une disproportion totale. Quoi. Et là-dessus, normalement, c'est les médias qui tiennent ce rôle-là. Si ce rôle n'est plus tenu, il y a clairement un déséquilibre de pouvoir. Mais il y a un vrai problème du côté des médias et du côté des journalistes. Mais après, il faut voir aussi que la plupart des médias, c'est flagrant dans la presse écrite, appartiennent à des grands groupes. Donc voilà, Il reste Mediapart, Libération... C'est une pression économique plus que politique. Mediapart, le Canard enchaîné, en fait. Oui. Sur 20 ou 30 ou 40 titres de presse, il en reste 2 qui sont encore indiqués. Mais en fait, ce que vous soulevez, c'est déjà un pan du problème, parce qu'il n'y a pas que celui-là. Quand bien même on n'aurait qu'une presse complètement autonome, complètement libre, et ben, il y aurait encore à côté, je vais lui faire plaisir, l'abaissement du niveau général de culture, la capacité de concentration. Aujourd'hui, on parle d'économie du temps, d'économie de l'attention. Est-ce que ça se fait naturellement dans l'air du temps? Est-ce qu'il y a une volonté là? Alors, on va me traiter de complotiste, on arrivera forcément à un moment dans la soirée. Oui. Non mais c'est bon, le mot est lâché. C'est le point Godwin d'aujourd'hui. Ça va de pair. Je veux dire, la baisse de la capacité critique des étudiants, des gens qu'on bac, et comme ils disent, ils doivent choisir entre Diams et... Non mais si, des gens qui ont le bac, qui ont 20 ans, et les seules références qu'ils ont, c'est Diams En fait, ce n'est pas que ça non plus. Hein. Mais pour répondre à votre question... Et puis derrière, même s'ils font l'effort d'acheter la presse, on va leur rebalancer exactement la même chose. L'étudiant de voilé devant le Sénat, et puis machin... Et où est-ce qu'on trouve au milieu de tout ça? Moi, pour répondre à votre question, je ne peux pas vous dire si c'est l'air du temps ou si s'il y a une volonté. Si c'est une volonté, ça veut dire qu'il y a un plan, que ça a été préparé depuis très longtemps. À ce point-là, mais enfin, non, il y a peut-être une facilité à aller dans cette direction. Il y a une facilité à proposer à chaque fois des options, à enfermer les gens dans des schémas de prêt-à-penser. Mais c'est un petit peu la même chose avec le coronavirus. Si vous êtes complotiste, vous dites c'est fait exprès. Puis en fait, vous pouvez très bien ne pas être complotiste et dire ça arrange certains pour certaines choses. Parce que du coup, il n'y a pas de manif, il n'y a pas de gilets jaunes qui voulaient reprendre, etc. Donc en fait, il y a aussi des effets d'opportunité. Voilà. Il y a des questions. Il y a des questions. Oui. Madame. Il y a une histoire de format, il me semble, parce que je trouvais intéressant la différence entre Thibault et Bunel, parce que le format n'est pas le même, mais j'imagine qu'on présuppose que les gens ne supporteraient pas un format à la Pivot, parce que je ne vois pas trop pourquoi ils ne le supporteraient pas, étant donné que finalement ce ne sont pas des jeunes qui regardent ça. Et c'est intéressant, à chaque fois qu'on parle un peu d'âge, moi j'ai l'impression que les jeunes gens de toute façon ne regardent pas beaucoup la télévision, donc ils ont d'autres supports. Donc finalement ça concerne qui? C'est-à-dire là l'essence du débat, je voudrais qu'on y revienne. Est-ce que vous posez une question, vous-même vous êtes jeune, donc les références que vous avez finalement, elles ne sont pas les mêmes que celles qu'on a pour la majeure partie d'entre nous, puisque évidemment on va se référer à Polak, ça gueulait quand même pas mal. Hein, C'était déjà trash. Hein. On va se référer, mais à des... Se demander pourquoi en criant, oui. Mais donc, quel est véritablement le problème? C'est-à-dire vous avez l'impression que il n'y a plus rien d'intéressant qui se passe à la télévision. Alors effectivement... Non mais c'est un vrai point que vous soulevez parce que paradoxalement sur YouTube, vous avez une chaîne qui s'appelle Thinkerview où là on a des entretiens face caméra en noir et blanc. Visuellement il ne se passe rien et on a des entretiens de 2h40, 3h, parfois plus et pourtant ça marche aussi. Il y a énormément parce qu'il y a Thinkerview, il y a le média qui fait ça, il y a Aude Lancelin qui fait ça. Il y a finalement, enfin, il y a encore même Daniel Mermet qu'on peut trouver... Bon, il faut aller chercher, quoi. Oui. Après, dans le cas d'une émission, comme vous me le dites, pour la grande librairie, ça dépend aussi du choix que fait le programmateur, que font les responsables de la chaîne. Et on pourrait très bien aussi tenter de programmer sur France 5 une grande librairie qui durerait 2h30 et puis du coup qui ferait venir aussi pas que les auteurs déjà connus qui viennent parler du livre qu'ils sont assurés de vendre à 100 000 exemplaires, mais faire venir des auteurs de l'étranger ou des jeunes auteurs. Mais là, pour le coup, dans le cas précis, ça dépend beaucoup de l'audace de la chaîne. Et après, comme la télé, pour le coup, c'est un monde que je connais pas, mais je sais pas pourquoi à un moment donné, une chaîne fait un choix. Peut-être que
le CSA préconise quelque chose, puisque là, ça dépend du secteur public. Peut-être que... Je ne sais pas. Pour parler de la presse, en tout cas, des articles trop longs, même très intéressants, voilà, n'ont plus le public pour ça. Le format vidéo, c'est différent. Je pense qu'il y a plus beaucoup de monde qui peut lire un article de presse écrite de 50 000 signes, ce qui finalement représente 10 000 signes, c'est 3 pages Word, donc bon, ce serait lisible. Mais je pense qu'à l'écrit, les gens ne peuvent plus faire ça. Mais peut-être parce qu'il y a des sollicitations, que ça demande du temps, que c'est fatigant de lire sur l'ordinateur et qu'il y a de plus en plus de presse sur l'ordinateur et que les gens n'ont pas envie de lire sur ce support-là. Après, il y a le fait que la presse écrite est plus ou moins sous perfusion des grands chefs d'entreprise qui les possèdent et que des enquêtes trop dérangeantes dans les médias écrits posent problème. Par contre, les supports télévision, le support vidéo de 3 heures, Thinkerview montre que ça marche. On a des entretiens de 2h30 sur Thinkerview qui cumulent à plus d'1 million de vues. Donc moi, ça me donne de l'espoir aussi sur le niveau de concentration des gens. Pour rejoindre, enfin c'est pas pour rejoindre, mais il y a un élément qui pourrait expliquer ce que disait madame. Il y a les taux d'audience. Ils mesurent les taux d'audience et ils vont apporter aux personnes ce qu'ils attendent. Si on passe Polac et que ça fait 10 auditeurs et qu'on passe Diams et que ça fait 500 000 auditeurs, vous inquiétez pas, la chaîne, elle ne va pas revenir bientôt 3 par jour. Voilà, mais c'est pour ça que donc, je parle de thématiques complexes, c'est-à-dire que ça, c'est un facteur à prendre en compte, mais il y en a 3, 4 autres à prendre en compte. Ah bah, au moins. Voilà. Parce que vous passez l'émission de Paula qui fait 500 000 vues, et l'émission est sur l'armement, et leur premier sponsor, c'est Dassault. La semaine d'après, Et- ça n'existe plus. Et elle a fait 500 millions de vues. C'est vous voyez aussi ce un que je veux élément. dire. Mais pas Paula qui est mort, je vous rappelle. Il y a des rediffusions, qui c'est qui va regarder les rediffusions de... Pardon ? Oui, voilà. Si. Et juste une parenthèse. Oui. Oui. Maintenant, vous avez un bouquet télévisuel. Voilà. Et une parenthèse sur l'éducation et sur le niveau qui serait profondément catastrophique. Il faut dire aussi quand même qu'on a voulu amener une classe à 80% au bac. C'est peut-être ça aussi qui explique le nivellement par le bas. Non, je veux dire que le niveau n'a pas foncièrement, mais après on a tellement d'élèves qui arrivent à ce niveau-là que naturellement l'écrémage existe aussi. Et tout le monde n'est pas, c'est peut-être politiquement incorrect, mais tout le monde n'est pas capable de faire les études supérieures ou d'avoir le bac, il faut le dire aussi. C'est une victoire de la République, c'est très bien, mais tout le monde n'est pas armé pour suivre les études universitaires, c'est tout. Et enfin, d'après moi, il y a encore des élèves très brillants comme des élèves laborieux, mais ça a toujours existé. Sauf que là, ça saute aux yeux parce qu'on les amène jusqu'au lycée la plupart du temps. Voilà, c'est tout. Et pour dire à quel point les choses sont à chaque fois complexes et donc à quel point c'est criminel de demander aux gens de se prononcer en 140 caractères ou en cochant une case, c'est que pourquoi on a aussi voulu amener 80% d'une classe au bac, c'est parce qu'en France, depuis longtemps, on méprise les professions manuelles et que même un élève qui a de bonnes notes mais qui rêve d'être boulanger, ses parents vont lui dire « tu fais d'abord le bac S avec mention et peut-être que tu peux devenir boulanger après ». Sauf qu'une fois qu'il a eu son bac S avec mention, on lui dit « non mais là, ce serait quand même bien que tu ailles en classe préparatoire, que tu deviennes ingénieur ». Et on fait des régiments d'ingénieurs qui en plus sont mal payés, parce que quand vous avez peu d'ingénieurs et qu'il y a un pays à reconstruire, l'ingénieur, c'est un peu le métier d'élite. Et puis quand vous êtes dans une société hyper tertiarisée et que des ingénieurs, vous en avez des dizaines de milliers formés tous les ans, et ben forcément qu'ils sont mal payés. Et c'est un peu pareil pour journalistes. Vous avez les écoles de journalistes, les instituts d'études politiques qui forment aussi des journalistes. Après, vous avez des gens qui veulent devenir journalistes en ne sortant pas d'école de journalisme. Donc, vous avez énormément de candidats pour un poste de journalisme. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, les pigistes sont payés à coups de lance-pierre. Vous avez des sites internet qui payent des articles 30 € net, même quand les articles font 20 000 signes. Voilà. Et donc, effectivement, il y a l'idéologie du progrès où ça part vraiment d'une bonne intention, mais comme toutes les erreurs, la plupart du temps, ça part toujours d'une bonne intention. Il y a l'intention de dire on va aider les gens à vivre bien, à être épanouis dans leur vie, donc on va leur amener le bac parce que c'est le sésame vers les études supérieures, donc vers la vie bonne.
Mais vous avez en plus de ça la dévalorisation idéologique des métiers manuels, parce que c'est forcément un truc d'abruti, alors que pour être électricien, il faut franchement pas être abruti. Pour être maçon, il vaut mieux avoir un cerveau qui connecte bien. Et donc la dévalorisation des métiers de l'artisanat, des métiers manuels, l'envie de faire de tous les Français des travailleurs du tertiaire, ça contribue aussi au fait que du coup le bac est un espèce de diplôme soviétique, où même quand il est passé à distance, des gens qui ont 3 de moyenne toute l'année l'ont avec 10,00. Et ça finit par ne plus tromper personne, mais en attendant, ça continue. Et après, forcément, ça rejaillit sur les études supérieures, parce que vous donnez le bac à tout le monde, donc après, tout le monde va à la fac. Donc avant, vous alliez à la fac, vous n'aviez qu'un DUG, c'est-à-dire qu'un bac plus 2, vous aviez un niveau d'érudition, on peut le dire, vraiment très élevé. Et aujourd'hui, vous avez des étudiants de licence, mais moi je l'ai vu, qui écrivent avec des fautes d'orthographe qu'on aurait dû leur corriger au CE1. Donc en fait, chaque problème qu'on pointe a encore derrière lui 3 ou 4 problèmes, et c'est ce qui fait que essayer de comprendre le monde dans lequel on vit est épuisant, parce que les choses ne s'expliquent jamais avec une seule variable, quoi. Oui, j'aimerais bien que dans un débat sur la polarisation, on évite des opinions aussi tranchées et des poncifs aussi énormes que c'était mieux avant. Les jeunes ne font plus aussi bien que ceux de la génération d'avant, qu'on a un petit peu entendu autour de la table, parce que Platon le disait déjà, que les jeunes ils n'écoutent plus la parole des anciens, donc ça a commencé, ça fait 3000 ans que ça existe, que les jeunes n'écoutent pas les vieux et qui ne font plus les choses bien. C'est pas ce qu'on a dit, parce que je suis jeune et je pense être une bonne journaliste. Oui, mais c'est un peu ce que vous avez dit quand même. Vous l'avez dit tout à l'heure autrement, mais vous l'avez dit aussi. Autrement. Certes. Les adverbes comptent. Certes, mais voilà, tant qu'on en est à schématiser sur un débat sur le fait qu'il ne faudrait pas schématiser pour ne pas avoir des opinions trop tranchées, mais rentrer dans la nuance, ça ressemblait beaucoup à ça. Il a quand même précisé, vous avez un fan, il a quand même précisé, il y a aujourd'hui des élèves brillants et des élèves laborieux. Il n'a pas dit, dans ma classe, il n'y a que des abrutis qui ont le bac. Il n'a pas dit ça. Et moi, j'ai d'ailleurs dit, les jeunes sont capables de regarder Thinkerview pendant 3 heures. Donc on n'a pas du tout dit... D'ailleurs, je n'ai pas relevé ces propos-là non plus. Ce que je voulais dire, c'est que il y a 30 ans, De Chavannes faisait 10 fois plus d'audience que qui on a cité tout à l'heure, pardon, Polac. Donc aujourd'hui, que Pascal Praud soulève les foules, ça n'a rien de surprenant. C'est pas une dynamique nouvelle que les discussions où on se hurle dessus pour savoir si c'est mieux les tomates en boîte ou les tomates en sachet. Ça n'a rien de nouveau. Ça fait depuis toujours qu'on a ça. Si les débats sur France Culture faisaient 30% d'audience à la télévision, ils seraient en prime time, mais le problème c'est qu'ils ne les font pas. Et donc, comme la télévision est payée par la publicité, c'est-à-dire par les audiences, forcément, c'est pas une question seulement de choix. On peut dire que c'est une question seulement de choix. Alors après, on a dit que c'est une question d'éducation, c'est parce que les gens n'ont plus la capacité de réflexion. Mais qu'avaient la capacité de réflexion les gens qui regardaient De Chavannes à l'époque et qui... Est-ce que c'est pas toujours le même problème? Non mais De Chavannes, c'est pas nous là quand même. En plus, c'est ce que j'allais dire, oui. De Chavannes, c'était le bas de plafond de l'époque, mais ça n'avait quand même rien à voir avec ce que la télé peut faire de plus trash. La merde d'avant et la merde d'aujourd'hui, elle avait meilleur goût avec De Chavannes. Enfin bon, elle avait quand même la même odeur. Elle avait quand même la même odeur. Ouais, la même odeur, mais ouais, pas tout à fait quand même. Mais donc ensuite, pour... Et ça, vous revenez dans ce que vous dénoncez à l'instant. C'était mieux avant, c'était moins bien avant. Non mais vraiment, pour en revenir à ce qu'on disait sur la capacité de concentration, ce n'est pas que, encore une fois, c'est un problème et derrière il y a plein de choses. La capacité de concentration des gens a diminué, pas parce que tout d'un coup ils sont devenus idiots ou parce que tout d'un coup l'école les rend idiots. Je peux finir. Mais parce qu'il y a aussi énormément de paramètres à prendre en compte. Par exemple, les économistes parlent d'économie de l'attention parce qu'on a aussi des outils technologiques où on ouvre un onglet, on le lit à moitié, ça amène un lien qui en ouvre un autre. Même quand on veut faire une recherche entre guillemets intellectuelle sur Wikipédia, on peut très vite être débordé et ouvrir 7 onglets différents et finalement se prendre dans la tête tellement d'informations que c'est difficile de suivre le fil de la première recherche Internet qu'on voulait faire. Donc, c'est très complexe, mais moi, je ne dis pas
que De Chavannes c'était mieux que maintenant et qu'avant on était mieux, mais je dis il y a des évolutions, on les suit, on essaye de les comprendre, et peut-être qu'en essayant de les comprendre on peut aussi se planter, mais on a dit à aucun moment c'était mieux avant. Mais les choses ont changé, ça c'est un fait. Voilà, et est-ce qu'on peut considérer qu'à l'époque, les gens qui regardaient de la merde, comme considéraient De Chavannes par exemple, avaient accès à une palette d'informations plus intéressante que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, vraiment, l'option est vraiment très très limitée. Il y a tous les réseaux sociaux, il y a tous les gens. Non, quelqu'un qui considère s'abrutir devant un Hanouna et avoir à côté en se disant ok, mais à côté c'est bon, j'ai l'information. L'information, c'est Internet. Oui, mais ce que je veux dire. Donc ça ne relève pas le niveau, mais lui a l'impression, la personne qui a 20 ans maintenant, 20 ans, on allait regarder les merdes parce que c'est l'entertainment, c'est ça aussi la télé, hein. C'est pas que pour se bourrer le crâne, c'est pas que pour prendre de l'information, c'est aussi pour se divertir. Donc après le niveau de divertissement, chacun a son opinion dessus. Vous voyez, que ce soit mieux à 20 ans, que ce soit la même merde maintenant. Le problème, c'est ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire que quelqu'un, il y a 20 ans, qui pouvait passer 1 heure à regarder De Chavannes en rigolant, pouvait derrière aller sur un média comme Le Monde, qui n'était pas encore racheté par des intérêts privés, n'avait pas Internet, donc il allait faire l'effort d'aller acheter Libé ou X trucs d'information qui avaient une réelle valeur, vous voyez ce que je veux dire, et compenser comme ça. Maintenant, avec quoi vous compensez? Vous passez 1 heure sur Hanouna. Derrière, moi, ça c'est bien, j'ai bien rigolé, je vais regarder un peu les infos. Il n'y a jamais eu autant d'accès à la culture qu'aujourd'hui. Vous allez sur YouTube et vous regardez des trucs qui n'ont aucun fondement, qui sont... Ça passe pour de l'information, mais c'est le même niveau que Hanouna que vous venez de quitter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, mais on n'est pas obligé de les regarder. Ça fait une différence. C'est pas que les gens sont forcément plus abrutis, c'est encore une fois ce qu'on leur propose. Et moi, j'en reviens, parce qu'il y a un moment, il va falloir qu'on fasse complètement là-dessus. Est-ce qu'il y a une volonté à un moment, ou est-ce que les choses se font naturellement, et que l'accès à la vraie information qui crée une réflexion, est-ce qu'elle est encore là? Enfin, maintenant, il faut vraiment de plus en plus aller la chercher. Il faut de plus en plus aller chercher quelque chose qui est stimulant intellectuellement. Je suis désolé. Il faut creuser pour y aller, quoi. Bon, avant, je vais vous mettre un mot qui n'est pas encore venu dans la discussion, donc je vais essayer de le faire. Je vais faire un petit détour quand même. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un excès de polémique, d'émotionnel. Je ne dis pas que l'émotion, c'est pas bien. Ça va venir. Mais il y en a beaucoup. Hein. De suivisme, on en a parlé un petit peu. De réinvention de fil à couper le beurre, parce qu'on passe beaucoup de temps aujourd'hui dans beaucoup d'articles à réinventer des choses qu'on sait depuis très longtemps, quelquefois en les compliquant un peu. Alors, par rapport à ça, je pense qu'effectivement on est dans un déficit de vrai débat, et j'ai envie de rajouter le mot de grille de lecture, parce que ces situations complexes qu'on vit aujourd'hui, les grilles de lecture, elles existent, elles sont déjà sur les étagères, et elles ont déjà été élaborées dans les années 70, 80, 90. Autrement dit, le déficit, c'est qu'il faut aller chercher ces grilles de lecture et les réinjecter dans le débat public et pas inventer tous les matins le fil à couper le beurre. Je voudrais dire ça, c'est très important. Tout ce qui touche aujourd'hui à l'idéologie technoscientiste, à la santé, etc., tout ça a été travaillé dans les années 60, 70, 80, 90. Il faut aller chercher les grilles de lecture et les remettre dans le débat public. Voilà. Une question? Oui, il y a une autre question derrière. Ah, oui, c'est moi. Juste, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu au sujet de départ, c'est-à-dire au niveau de ces chaînes médiatiques et au niveau de cette pensée binaire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la plus grande confrontation, c'est le populisme contre... donc, on a d'un côté le populisme et le progressisme. On a d'un côté Big Pharma et on a d'un côté le professeur Raoult. Et justement, ces chaînes médiatiques sont toujours du côté, j'ai l'impression, hein, c'est personnel ce que je vais dire, mais sont du côté du progressisme et non pas du populisme. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une résistance qui est en train de se former en France, par le biais peut-être des Gilets jaunes, en Grande-Bretagne, il y a eu le Brexit, aux États-Unis, il y a eu l'élection de Trump. Est-ce qu'on a ces médias qui nous disent que Raoult est un idiot et que Big Pharma a raison, que Trump est un idiot et que Clinton a raison? En Angleterre, moi j'ai suivi le Brexit de A à Z, et tous ceux qui ont voté pour le Brexit sont passés pour des racistes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une résistance là quand même de la part du peuple qui est en train de se former contre ces chaînes de télé et contre cette élite médiatique
cette élite financière, cette élite politique, etc. Mais c'est davantage une réaction épidermique qu'une résistance, parce que quand par exemple, avant même qu'on ait des résultats sur la chloroquine, des gens qui n'y connaissent rien disent « Raoul, t'as raison », là on est vraiment dans la réaction épidermique. Je n'aime pas qu'on me dise qu'un tel est un idiot, donc je pense que c'est un génie, un héros du peuple. Et donc en fait, je pense que dans le cas du Brexit, moi j'ai eu beaucoup d'amis en Grande-Bretagne qui étaient très indécis et qui ont fini par répondre non à la question du référendum, c'est-à-dire non, on ne veut pas rester dans l'Union européenne, parce que en fait, ils étaient fatigués dans les médias d'entendre que en gros, il n'y avait que les xénophobes abrutis de fake news qui voulaient voter le Brexit. Et donc, en fait, ces gens n'ont pas voté le Brexit par conviction, mais par réaction au fait qu'on leur disait ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Donc, c'est pas tant une résistance qu'une réaction épidermique. Donc, ce n'est pas une bonne chose non plus, en fait. Il faut pouvoir voter dans un référendum en toute connaissance de cause et non pas parce qu'on n'aime pas ce qu'on nous dit à la télé. Mais oui, il y a effectivement de plus en plus d'un côté des stars mises sur des piédestals sans qu'on sache vraiment pourquoi. Le cas de Raoult a été très frappant. Avant même qu'on ait les résultats de la chloroquine, il y avait ceux qui disaient que c'était un abruti fini, un populiste, un égocentrique, quelqu'un qui, malgré une carrière de 40 ans, tout d'un coup faisait le guignol pour attirer l'attention. Et en face, ceux qui disaient mais c'est un héros du peuple contre les lobbies. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est une résistance, mais c'est une réaction épidermique. Et à chaque fois, les gens s'arc-boutent sur des positions sans qu'on ne puisse les faire changer d'avis. Et ça, je trouve que c'est pas bon signe en fait. En fait, on arrive sur le côté manichéen de la chose. Raoult, c'est l'exemple parfait. On est soit pour, soit contre. Ouais. C'est-à-dire que si on est pour, là maintenant, on est complotiste. Excusez-moi, je remets ce que j'ai sur la table, mais à un moment, il va falloir que ça sorte. Mais bon. Et si vous voulez dire qu'à un moment, ok, Raoult apparemment, il disait que ce médicament était utile au début. C'est-à-dire quand on a les premiers symptômes. Après, on a des tests qui viennent nous dire « Ah, mais on a utilisé ça sur des personnes en réanimation, ça va fonctionner. » Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que lui ne disait pas ça à la base. Sauf que même dans les médias, c'était ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc on est pour, on est contre. On ne peut pas. Il y a vraiment plus d'espace. Alors je ne sais pas si c'est le temps médiatique qui fait ça ou quoi, mais il n'y a plus d'espace pour avoir une réflexion modérée là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, si vous regardez, et là honnêtement, c'est pas une histoire de complotisme ou autre, réellement, la base du débat, et après ça a été complètement oblitéré, Raoult disait que, c'est pas le sujet de ce soir, hein, mais c'est un exemple. Raoult disait, ce médicament, si vous l'utilisez dès le départ, ça va éviter que. Et ensuite, il y a eu des études qui ont été faites qui disent, quand les gens sont à 2 doigts de la réanimation, ce médicament ne fait rien, donc il ne fonctionne pas. Il n'y avait pas de réponse. Et à partir de là, donc il n'y a rien eu entre les deux, il n'y a pas eu d'étude réelle, il fallait prendre position pour ou contre. Et on y revient toujours au même prix. Oui, moi je pense que Raoult... non, mais c'est pas le... Non, mais c'est un exemple. Non, mais je parle. Raoult, là, lui-même, il a tendance à dire quand je sais quelque chose, je le dis, quand je ne sais pas, je le dis, et on demande à personne d'être pour ou contre. Moi, ce qui me semble poser problème, là, c'est, étant donné qu'il y a énormément d'informations très rapides, et que vous avez parlé des vertus du travail, des vertus de la concentration, moi je crois beaucoup en ça, et je crois qu'effectivement, il y a une fragilité de notre société. Ça ne veut pas dire que c'était mieux avant, ça veut dire qu'il y a une fragilité pour les jeunes gens concernant la concentration et peut-être un travail approfondi. Mais je me permets juste de vous couper pour enrichir ce que vous êtes en train de me dire, c'est que de plus en plus aujourd'hui, moi je l'entends beaucoup de la part de mes collègues, vous avez une dépêche AFP qui tombe, et après il y a les rédactions qui la réécrivent, mais en fait quand une info tombe aujourd'hui, il faut la donner. Donc en fait, une dépêche AFP tombe, et ensuite, c'est ce qui fait que pour certains titres d'actualité, vous avez en gros la même information brute, que ce soit dans un média entre guillemets de droite ou entre guillemets de gauche. C'est que comme il faut réagir très vite aux informations telles qu'elles viennent, eh ben, y a une... Et puis comme après, c'est un peu la course à l'échalote de celui qui va sortir le scoop avant le voisin. Le temps long dont on a besoin
on ne l'a plus. Mais là, pour le coup, c'est vraiment... voilà. Il me semble que le problème, là, c'est qu'on ait tendance à penser qu'on est très au courant de tout et qu'en fait, comme on est quand même dans un système représentatif qui existe toujours depuis longtemps, on ait tendance à entrer dans une espèce de servitude volontaire dans la mesure où l'on croit savoir et l'on croit avoir du pouvoir. Et en réalité, on est très déconcerté parce qu'on se rend compte qu'on a très peu de pouvoir sur le politique, sur la finance, voire même on accuse les médias. Là, on a l'impression que tout est à portée de main, qu'on sait tout sur tout et qu'on est impuissant. Et donc, je crois que ça crée une grande frustration. Je pense que c'est ça qui rend les gens malheureux, en fait. Et de surcroît, cette impression de puissance qui est la nôtre alors qu'on est impuissant, nous mène à ce que je disais, la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on fait comme si on avait le pouvoir et qu'on ne l'a pas. Alors on est quand même en train de s'en rendre compte. Je pense que les Gilets jaunes ont fait un travail qui était très intéressant parce que du coup, ils ont beaucoup appris, ils se sont beaucoup renseignés, se disant on ne va pas être les dindons de la farce. Et que des mouvements comme ça et autres sont peut-être une espèce d'espoir. Alors pour ceux qui n'aimeraient pas ce mouvement-là, il y en a quand même d'autres, parce que les gens sont en train de se rendre compte que ce semblant de liberté qui est le nôtre, en réalité est un leurre. Et ça, c'est dur à encaisser quand même. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a la dame derrière. Madame ? Oui, merci. Moi, je voudrais poser la question du non-dit. Parce qu'en fait, pourquoi du non-dit? Vous l'avez dit, parce qu'on n'a pas le temps de s'informer de la réflexion, alors de l'enquête terrain, parce qu'il faut tout de suite, donc on est dans la surenchère, de l'instant, et on repasse à un autre instant. Et donc le non-dit, pourquoi? Parce qu'il manque d'enquête terrain, manque de réflexion. Aussi pourquoi? Parce qu'on a peur. Peur de quoi? Peur d'être attaqué en justice, peur de mettre les pieds dans le plat, peur de dire ce que tout le monde sait mais que personne n'ose dire. Il y en a un qui le dit, c'est Péronne. Lesquels qui parlent en ce moment? C'est ceux, j'allais dire, dont la carrière est faite. Donc ils osent, ils n'ont plus rien à perdre. Et les jeunes, ils sont obligés, parce qu'eux, ils ont leur vie devant eux, ils ont des charges, ils ont une carrière à construire, et c'est tout à fait normal. Donc ils sont muselés, pieds et mains liés. Sinon, ils sont virés. Les journalistes qui s'enferment dans leur croyance politique et qui oublient leur déontologie de journaliste. Moi, pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui va donner les faits, c'est tout, de manière objective. Oh non, et ça, maintenant, on ne le voit plus. C'est vrai. Non. Ah bon? Bah non, une rédaction, ça doit avoir Mais l'objectivité, c'est quand même un fond à la base. C'est l'objectivité. Si vous achetez... Moi, quand je veux, c'est sûr que l'idée, vous dans le journaliste sur quelque chose, j'attends qu'ils disent, qu'ils me donnent les faits. J'attends pas qu'ils me donnent son avis. Son avis, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime bien. Non, mais le journalisme d'opinion existe aussi. Ah bah oui. Ah, ben, il y a plein de journalistes. Ah, ben, les gens vont acheter ce qu'ils veulent trouver dans le donc le binaire est inévitable. Ah bah oui. Ah non, parce que même dans l'opinion, vous n'êtes pas nécessairement binaire. Même dans votre propre opinion. On situe le journalisme qui n'est pas d'opinion. Oui, mais alors, il faut combattre. Mais je me pose sincèrement cette question. Il y a des faits froids, mais dans ce cas, vous pouvez être comptable ou chargé d'études pour une boîte de conseil et vous ne faites que du chiffre pur. Et moi, j'ai envie de vous dire, regardez par exemple le mouvement des Gilets jaunes. Certains ont voulu l'analyser avec des données pures et ils ont fini par dire les Gilets jaunes sont des privilégiés qui gagnent plus que les autres dans le monde. Bon, donc en fait, qu'est-ce que vous appelez les faits purs? En tout cas, moi, dans mon cas, à Marianne, on fait partie des rares canards qui ont une rubrique qui s'appelle « Ils ne pensent pas forcément comme nous ». C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nos pages, on fait intervenir des gens qui pensent tout le contraire de notre ligne. Donc voilà. Ensuite, pour ce que vous dites de Valeurs Actuelles sur le fait que si Mélenchon dit quelque chose de complètement vrai, ça va leur faire mal, et qu'à l'inverse, si Marine Le Pen dit quelque chose de très factuel, l'humanité ne le reprendra pas, et ben là, vous parlez justement de journalisme d'opinion.
Valeurs actuelles ne se cachent pas d'être de droite et l'Humanité ne se cache pas d'être un journal communiste. Où est le journalisme qui donne juste de l'information? Ça s'appelle l'AFP et je suis pas sûre que l'AFP soit toujours ultra neutre non plus. Ou du journalisme d'investigation, par exemple. Ouais, mais le journalisme, quand vous faites une investigation, en réalité, je pense que la neutralité axiologique, c'est un mythe pour un étudiant de L2 en sociologie. Excusez-moi, j'ai pas été à ce niveau-là. Ça, je dois pas pouvoir comprendre. Non, mais ce qu'on appelle la neutralité axiologique, c'est une grande théorie à l'université, comme quoi il faut donner que des données brutes, ne pas donner son opinion, etc. Mais vous êtes un être humain avec votre grille de lecture, votre milieu social, votre vécu, et quand une donnée brute arrive devant vos yeux, vous l'analysez en fonction de ce que vous avez dans les yeux. Regardez les gilets jaunes, on donne des données brutes, et ben, l'ouvrier interprète la donnée brute différemment du cadre sup. Je vais être volontairement un tout petit peu caricatural, mais il ne va pas avoir dans la donnée brute qui concerne les gilets jaunes le cadre qui vit à Charonne dans le 11e arrondissement, dans un des coins les plus bobo-cool de Paris, et l'ouvrier précaire de la Somme. Donc, mais parce que vos yeux sont façonnés par votre vie. Donc, c'est un peu comme la tache d'encre chez le psychologue. Il y en a qui voient des papillons et d'autres un pistolet. Ouais. Non, mais l'opinion des gens et l'opinion des journalistes sont différentes. Dans ces cas-là, il y a plus d'histoire d'éducation, de niveau d'éducation. Où est-ce que la personne lambda, quel que soit son niveau d'éducation, qui est 40 ans maintenant, trouve l'information brute? Dans la pour diversité. se faire lui-même Exactement. Dans la diversité. Et après, il y a toujours le même journal. Et après, mais si on associe ça au fait que les journaux sont absolument plus indépendants, c'est-à-dire que... Mais ils n'ont jamais été, la presse est un métier. Bah oui. Si vous voulez de la presse gratuite, elle sera dépendante d'autre chose, en fait. Non, on a Mediapart dans la presse aussi. Par contre, Mediapart a des difficultés économiques énormes. Xavier Niel, hein. Bah oui, je sais pas si Mediapart ferait la même chose à Mélenchon qu'il a fait à... Non, mais voilà, vous voulez une info neutre, croisez vos sources d'information. Vraiment. Sur un débat. C'est forcément binaire. Donc toutes les informations, c'est foncé. On va distribuer la parole, jeune homme. Enfin, monsieur. Même dans une opinion, on peut ne pas être binaire. Non, mais où est-ce qu'on trouve l'opinion? Il y en a un peu partout. Donc, encore une fois, coupez vos sources d'information. Le problème, c'est qu'on peut... Vous entendez là-bas? Non. J'entends souvent, depuis le début, là, les journaux subventionnés, achetés par les grands manias, donc, comme quoi les journaux ne seraient pas indépendants du fait de leur sponsor, de leur patron, un petit peu l'ensemble des groupes de presse. Mais en tant que journaliste, il me semble que vous n'avez pas abordé le sujet d'un journal qui vient de sortir, le Front Populaire, qui là ne vit que des contributions de ses lecteurs. Oui. Mais c'est un modèle qui peut se défendre. Regardez le média, il ne vit que de l'argent de ses contributeurs. Donc, il y a des modèles parallèles qui peuvent se mettre en place, mais déjà, on ne sait pas si c'est pérenne. Ça veut dire que dès qu'il y a un accroc financier, derrière, c'est la rédaction qui doit emprunter de l'argent. Donc, il n'y a pas derrière le propriétaire qui rend flou en permanence les caisses. Dans le cas du média, donc, qui était complètement financé par des particuliers, vous regardez la première saison, c'était très ambitieux. Il y avait un JT en direct tous les soirs, des reportages, etc. Puis quand ils ont commencé à se casser la figure économiquement, ils sont revenus sur des formules qui revenaient moins chères. Et donc, en fait, même produire une information d'investigation de long terme, etc., ça coûte de l'argent. Donc, si votre modèle, c'est aussi que de compter sur des contributeurs, en cas de crise économique, peut-être qu'un grand nombre de vos contributeurs va arrêter de vous donner de l'argent et que le journal peut se péter la gueule. C'est des modèles, effectivement, qu'on peut expérimenter. Mais pour l'instant, on est à la phase expérimentale. Dans un monde parfait, c'est... Mais encore une fois, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le média, par exemple, c'est une info complètement indépendante, et pourtant, elle est hyper partisane, parce que le média n'est financé que par des gens de gauche. Il y a peut-être des gens de droite hyper ouverts d'esprit qui sont devenus contributeurs du média en se disant « je vais donner de l'argent pour voir ce que ça donne », mais c'est clairement des gens de gauche qui financent pour avoir une information de gauche. Donc on ne sort pas de l'idéologie parce qu'on finance soi-même sa presse. Et au contraire, peut-être qu'en la finançant, on veut encore plus y lire des choses qui nous confortent dans les idées qu'on a déjà.
Donc le journalisme n'est pas une science exacte, ce n'est pas une science dure, donc il y aura toujours des ratés, de l'opinion, du bagage humain, voilà. Mais il peut y avoir des paramètres qui influencent certaines choses. Dans le cas de Marianne, moi je vous garantis pas que si un jour on doit enquêter sur les paradis fiscaux de Kretinsky, qui est notre patron en République tchèque, qu'on pourra le faire librement. Mais l'avantage d'avoir un patron tchèque, c'est que quand on enquête sur des choses en France, on est plus libre que si on appartenait à Bolloré. Voilà. Mais le journalisme, encore une fois, n'est pas une science exacte. Moi, je suis pas là pour vous dire mon canard est mieux que celui des autres. Il n'y a qu'une seule manière de s'informer. Voilà. C'est pas le but de ma question. C'était concernant, moi je reviens sur Onfray, parce qu'on a parlé de médias, il y a un peu d'orage avec Denis Robert, là, je me dis que c'était un peu... Il y a un orage tous les étés. Hein. Voilà, donc ça c'est leur problème. Par rapport à Onfray, il me semble que la ligne pour l'objectivité, entre guillemets, de ce nouveau média, on n'est pas sur une ligne gauche-droite, sur ce clivage-là. Oui, on est sur quelque chose de souverainiste et de transpartisan, oui. Donc là, du coup, votre raisonnement... Alors, comment ça, ici en plus? C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas dire qu'on est plus influencé par des gens de gauche que par des gens de droite. Oui, mais c'est des gens de gauche et de droite souverainistes. Donc tout d'un coup, il ne va pas y avoir dans Front Populaire un article pour le fédéralisme européen ou pour l'État jacobin. Populisme et progressisme, encore une fois. Oui, c'est vrai. Voilà. Front Populaire, c'est populiste. Oui, non. C'est un Enfin, ça dépend qui, hein. Mais juste, moi je prends pas partisan pour ou contre Onfray, mais je note qu'avant même que le premier numéro de Front Populaire soit sorti, il y avait déjà une campagne de presse contre ce journal qui était terrible. Où dans les 10 000 contributeurs, on est allé chercher Alain de Benoît pour dire c'est un journal d'extrême droite parce qu'il y a quelqu'un d'anciennement affilié à la Nouvelle Droite qui a donné de l'argent. Avant même, je crois que Michel Onfray ait mis sous presse le premier numéro. Des gens qui, par définition, n'avaient pas lu le journal étaient déjà en train de dire que c'était le retour de « Je suis partout », avec toujours le chantage à l'extrême droite, aux trucs nauséabonds, etc. Mais pour en revenir à ce que vous dites, pour l'instant, on n'a pas la moindre idée que Front Populaire soit le modèle de la presse complètement neutre. Et leur ligne est clairement populiste, souverainiste, et donc on lira... Et donc, a priori, vont le financer les gens déjà convaincus par le souverainisme et qui veulent y lire des choses pro-souverainistes. Si vraiment on veut avoir un champ d'information très étendu, il faut lire Front Populaire, de temps en temps Valeurs Actuelles, de temps en temps Libération. Voilà. Mais en fait, à part aller glaner les infos un peu partout, je vois vraiment pas comment on peut faire. Hein. Je n'ai pas dit que c'était la panacée, j'ai dit que c'était quelque chose d'intéressant. Ah, sur le modèle, c'est quelque chose d'intéressant, ouais. Mais après, il faut voir si c'est pérenne, voilà. Et puis pour le coup, c'est clairement de l'opinion, ouais. Voilà. Et c'est écrit. Et c'est écrit, oui. Voilà. J'ai fini, merci. De rien. Peut-être que, comme vous disiez, j'enlève le masque pour être plus clair, comme vous disiez que c'était plutôt dans le pluralisme qu'on allait trouver une réalité que dans une publication unique qui allait être un témoin, on peut se dire qu'on peut avoir davantage de repères et de confiance dans un média dans lequel on trouve des informations qui affichent une ligne que dans un média qui n'en affiche pas. Et que je trouve que c'est très juste ce que vous disiez sur le fait qu'il faut forcément aller chercher de l'information diverse pour se construire une opinion et que plus on a Valeurs Actuelles et l'Humanité qui annoncent très clairement dans quelle direction eux ils s'expriment, plus on sait quel est le prisme qu'ils prennent pour regarder l'observation, et plus on peut définir la nôtre propre, parce qu'on sait comment elle a été regardée par chacun de ceux-là. Et du coup, j'essaie de relier ça avec la situation actuelle par rapport à la situation qu'on pouvait connaître dans les années 80-90, où aujourd'hui on a une explosion de la diffusion d'informations, d'articles, qui est gigantesque, et où on ne sait pas faire le tri. C'est difficile en tout cas de faire le tri, il y a énormément de choses, on ne sait plus en quoi on doit faire confiance, alors qu'il y a 30 ans ou 40 ans, il y avait un tri qui était fait au préalable pour nous, et il ne s'exprimait que des opinions qui avaient été jugées acceptables, même si on n'était pas d'accord avec, mais au moins étayées. Et donc là, on se retrouve dans une situation où on a tous les choix, où on sait qu'on doit écouter beaucoup de choix si on veut en avoir une qui est bonne, et la situation est impossible. Ah, mais je reconnais que c'est très difficile. Déjà, il faut...
Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui a un boulot physiquement pénible, qui est mort de fatigue. Je ne sais pas où on trouve le temps de lire de A à Z toute une revue déjà toutes les semaines. Et en plus, la revue du même format qui dit le contraire. Donc je reconnais qu'il y a un enjeu au niveau du temps, de la fatigue. Voilà, et après, chaque individu a son contexte économique, familial. Donc on ne dispose pas du même temps quand on est ouvrier avec 3 gosses que quand on est étudiant dans un institut de sciences politiques et qu'a priori, on a le temps de faire une grande revue de presse toutes les semaines. Donc oui, vous avez raison, c'est des choses très complexes et le monde se complexifie et c'est l'argument que j'utilisais tout à l'heure avec Wikipédia. Aujourd'hui, vous voulez faire une recherche sur Wikipédia pour avoir juste une idée floue de ce que c'est, je dis n'importe quoi, la forêt. Et vous allez vous retrouver avec un nombre incroyable d'articles hyper pointus. Dans l'article sur la forêt, vous avez ensuite des liens sur la fiche consacrée à tel type de faune, tel type de flore. Et en fait, même quand on a accès à une information de qualité, paradoxalement, on est handicapé par le fait qu'on en a énormément aussi. Voilà. Mais il va falloir que les bonnes volontés y aillent à tâtons et que chacun après trouve dans la limite de son temps et de sa capacité de concentration ce qu'il peut lire, ce qu'il ne peut pas lire. Mais ce sont des débats très complexes. Ce qu'on veut dire en fait ce soir, c'est qu'à chaque fois résumer un enjeu politique ou social à oui ou non ne permet ni de gagner du temps, ni d'affûter son opinion. En réalité, son opinion, on l'affûte en disant oui, mais, non, peut-être que, non, mais. Et alors, elle permet quoi? Elle permet quoi, pardon? Cette binarité. Elle sert à quoi? Parce qu'elle sert quelque chose, cette binarité-là. Oui, je pense que quelque part, elle rassure. C'est beaucoup plus simple de vous dire que vous avez le choix entre deux choses et après, vous pouvez passer au sujet suivant que de vous dire merde, peut-être que sur une seule question, en réalité, je peux consacrer 20 ans de ma vie à peser le pour et le contre. Les gens qui répondent, mais je veux dire, ceux qui dirigent le débat comme ça, parce que quand même le débat il est dirigé comme ça, oui, non. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est dirigé comme ça? Mais parce que je pense que c'est plus facilement visible, consommable, et donc que ça rapporte plus d'argent pour les publicitaires. Enfin voilà, il y a encore une fois, il y a énormément de choses derrière. Je pense que quand vous faites un débat simple, comme un combat de catch, où en gros il y a deux camps qui s'affrontent et c'est celui qui va parler le plus fort ou taper le plus fort, ça fait venir plus d'annonceurs que quand vous dites on va faire un débat avec 7 parties, 7 opinions en 3 heures. Enfin, j'utilise à chaque fois des choses très différentes, mais... Ça cache les réels problèmes. Oui, bien sûr, mais c'est aussi ce que j'expliquais sur la question du privilège. En fait, on peut essayer de diviser les individus en fonction de leur couleur de peau, mais si derrière on ne prend pas en compte les paramètres économiques, sociaux, etc., on cache encore une fois d'autres problèmes. C'est un peu comme quand les Gilets jaunes ont dit est-ce que c'est les nouvelles Jeanne d'Arc de la République ou est-ce que c'est les chemises brunes qui marchent sur Rome? Et en fait, derrière, on ne voit pas qu'il y a des zones entières du territoire qui sont saignées, dans lesquelles on n'investit plus d'argent. Donc voilà, effectivement, la bipolarisation, ça permet de cacher des ficelles derrière qui amènent d'autres questions. Et en fait, quand on veut répondre à une question, on tire sur quelque chose qui amène un autre lot de questions, puis un autre lot de questions. Et quelque part, je pense que ça peut aussi donner le vertige et qu'il y a des gens qui acceptent qu'on résume un débat à 2 possibilités parce que ça permet d'éviter des fois les dizaines et dizaines de questions qu'il y a derrière une question. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt pour le coup. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, la démocratie, c'est un défi surhumain. C'est quelque chose de très compliqué. On va passer à autre chose. Une dernière question, on passe à autre chose, William? Non, au départ, je voulais rebondir sur ce que disait la dame tout à l'heure. En fait, ces débats, on parlait des chaînes d'information. Ces débats, ils sont tenus sur des chaînes, en fait, qui ont pour principal but, pas forcément de s'informer, mais de vendre des espaces publicitaires. Donc, en fait, le fait de simplifier le débat de façon linéaire, ça permet d'inclure beaucoup plus de gens, comme ça. Parce qu'il faut que tout le monde ait un avis. Il faut avoir un avis sur quelque chose. On n'a pas le droit de dire je ne sais pas ou j'ai pas d'avis. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous choisissez votre camp, choisissez ton camp camarade. Mais voilà, le but, c'est que les gens s'intéressent à ce débat en le rendant plus accessible. Si vous partez sur des notions trop complexes, les gens vont lâcher l'affaire en disant c'est chiant, ça ne m'intéresse pas, je zappe. La nuance, il a raison, parce que le meilleur interlocuteur que nous avons ici, c'est le chat.
Parce que là, ça... Parce qu'il est mutique, je suis d'accord. Et en plus, il ronronne. Voilà. Il y a une réalité, il est là. C'est bon. Je crois qu'il est pas fort. Il paye les charges. Oui, bon. Bonne soirée, n'oubliez pas votre masque. Justement, pour rebondir là-dessus, la simplification. Olivier, c'est le symbole de la paix. Oui. C'est la blanche colombe. Donc on parlait de simplification, justement dans cette volonté de simplifier, on a de plus en plus une vision manichéenne de la société et une volonté de classifier les individus maintenant. Et on n'a jamais autant parlé de communautarisme, de féminisme, de minorité sexuelle, raciale et ethnique, et à chaque fois l'enfermement dans une sorte de victimisation. Victimisation ou héroïsation en fait, mais c'est vrai l'autre, que moi je suis très frappée de voir qu'on est en train de rendre compliqué des choses qui auparavant ne l'étaient pas. Donc c'est pas pour parler de ma vie, mais c'est l'exemple le plus frappant que je trouve. Je suis une blanche mariée à un noir. Il y a encore pas si longtemps, ça posait pas de problème. Là, on a d'un côté des identitaires qui disent que on est français que si on est blanc, et d'un autre côté des indigènes qui disent à mon mari, toi t'es un noir, t'es avec une blanche parce que t'as un complexe d'infériorité. Et donc on dirait que moi je ne peux être que blanche et mon mari ne peut être que noir. Et ça c'est un vrai problème parce que en fait déjà on ne choisit pas, mais c'est très bateau ce que je dis, mais on ne choisit pas sa couleur de peau. Donc il n'y a pas tout d'un coup on est avec une couleur de peau, donc on a un type de caractère, un type de réaction, un type d'obligation et un destin tout tracé. Voilà. Donc c'est pas parce que moi je suis une femme blanche que je suis une privilégiée ou que par essence je suis dominée aux hommes. C'est un peu la case dans laquelle on aimerait m'enfermer. Donc après on peut me dire qu'il y a des phénomènes sociaux qui font que les femmes sont moins payées, etc. Et tout ça, c'est très complexe, mais c'est pas parce que je nais avec un sexe ou avec un épiderme que je suis ce que la génétique m'a donné sans que je le décide. Et donc, il y a aussi une manière un petit peu d'effacer les particularités des destins individuels. Il y a une manière d'enfermer les gens dans les cases. Il y a quelques jours, Tania de Montaigne, qui est une intellectuelle noire, disait « Mais je suis noire, mais je ne suis pas que ça. Je ne suis pas noire avec un N majuscule. » Et le problème, en fait, de ces nouveaux communautarismes, c'est que je pense que déjà, ils viennent de quelque chose de terrible. C'est que comme la société n'est plus unie, bah, les gens se retournent vers quelque chose dans laquelle ils vont se sentir accompagnés, compris. Et donc, les homosexuels vont dire « Moi, ma communauté, elle est homosexuelle. » Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez avoir la même orientation que quelqu'un que vous détestez, à qui vous n'avez rien à dire, qui a des intérêts économiques complètement opposés aux vôtres. Moi, je suis blanche, qu'est-ce que j'ai en commun avec un Estonien ou un Australien ? Mon mari qui est antillais, qu'est-ce que, hormis la teinte de la couleur de la peau, qu'est-ce qu'il a en commun avec quelqu'un qui vient du Mozambique ou avec un Tamoul ? Et donc, ces communautés, en réalité, encore une fois, veulent simplifier les gens en leur disant mais c'est quelque chose qu'on entend, par exemple, pour en revenir aux États-Unis. On a beaucoup l'impression que parce qu'on est noir, on vote démocrate. Mais c'est pas la couleur de votre peau qui va désigner votre vote. Si vous êtes noir aux États-Unis, millionnaire, vous avez plutôt intérêt à voter républicain. Et à l'inverse, si vous êtes un blanc pauvre du Mississippi, vous avez plutôt intérêt à voter démocrate. Et donc, ces besoins identitaires et ces revendications identitaires, je pense, satisfont plusieurs besoins. Voilà, le besoin de se sentir attaché à une communauté, à une solidarité, le besoin de se sentir un peu moins isolé dans un monde où on a un peu tendance à penser qu'on est un petit peu éparpillé, un peu atomisé. Mais le problème, c'est quand on veut derrière faire du prêt-à-penser communautaire. Et par exemple, oui, principalement, oui. Oui. Mais vous voyez, moi, mon mari qui est antillais, des fois, c'est des gens de sa famille, donc des Antillais, qui lui disent « Mais tu lis, c'est un truc de blanc. » Mais ça veut dire quoi, en fait ? Que si on est noir, on ne doit pas lire, on ne doit pas se cultiver, on n'a pas le droit de lire Marivaux parce que c'est... Et donc, même maintenant, dans les sciences dures, il commence à y avoir des mouvements comme ça de oui, mais la science, c'est blanc, les maths, c'est un truc de blanc, alors que c'est par définition la chose la plus ouverte qui soit, parce que
2 et 2 font 4, c'est valable pour tous les peuples de la Terre, ce n'est pas une construction sociale. Et ces nouveaux clivages identitaires importés des États-Unis principalement, je pense, sont un danger pour la libre pensée des individus. Évidemment qu'on est noir, qu'on n'a pas à avoir honte d'être noir, mais en quoi être noir va empêcher quelqu'un de voter pour un tel plutôt que pour un tel, est-ce qu'on a des assignations liées à sa préférence sexuelle, etc. Et donc, ces nouveaux prismes de lecture, à mon sens, représentent un danger pour la liberté individuelle et pour la responsabilité aussi. Il y a quelque chose, on dirait que, en fonction de la case dans laquelle on vous met, à cause de votre apparence ou de votre religion, etc., vous n'êtes plus libre de vos choix, vous n'êtes plus libre de voter pour qui vous voulez. Et je ne pense pas que l'origine de l'antiracisme, c'est de dire aux gens, finalement, vous n'êtes que votre couleur de peau. Au contraire, c'est transcender un petit peu ça. Et en plus, accessoirement, se pose la question pour les créoles, les métis. Voilà, mais c'est des clivages très complexes. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes un couple mixte, vous entendez des horreurs. Je suis persuadée que vous n'entendiez pas il y a 20 ans. Il n'y a pas que le fait d'être noir ou blanc. Dans une même communauté, les noirs vont se trouver une justification pour être raciste, par exemple, envers un blanc. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Vous voyez ? C'est pas juste le fait d'être noir ou blanc. Il va falloir qu'il y ait quelque chose là-dessus. Moi, je me rappelle réellement, c'est vraiment une parenthèse, mais c'est réellement, je me rappelle un anniversaire de l'esclavage où ma femme me dit viens pas avec moi aujourd'hui. Viens pas avec moi, ça va mal se passer. D'accord. Oui, c'est une réalité. C'est un fait. Et je vous parle de ça dans les années 90, vraiment. On allait dans le centre système ensemble, quoi. Pourquoi ça posait des problèmes aujourd'hui? Pourquoi ça ne posait pas de problèmes? C'est ce que je dis, ça posait déjà des problèmes. Joséphine Baker, il y a quelques années, était dans la revue Nègre, ça ne posait pas de problème. Je vais pas Léopold Sédar Senghor parlait de négritude, ça ne posait pas de problème. Il y a une évolution de la société qui a été pervertie. Non, mais c'est justement la dernière question. Enfin, on va y venir. Oui, venir. Voilà. Je voulais dire que toutes ces pensées que les gens vivent mal, déjà il y a des gens qui ont un sentiment de... Comment on dit ça? Il paraît dans le micro aussi. Oui, je voulais dire, tout ce que j'entends là, tout ce que je dis, relève beaucoup d'une ignorance, entre guillemets, d'une méconnaissance de l'histoire de toutes ces personnes. Parce qu'à partir du moment, ce que monsieur dit, il a vécu ça, que ce soit de son côté ou de la part de sa famille, par un manque de connaissance de toute cette histoire en termes, je ne veux pas parler d'esclavage, mais la commémoration de l'esclavage, si tout le monde des deux côtés savait exactement ce qui s'était passé, il n'y aurait peut-être pas ce sentiment, ni d'un côté ni de l'autre. Oui. Voilà. Et je suis très contente de vous avoir entendu là tout à l'heure, quand on parle en disant il n'y a pas à dire qu'on est noir, il n'y a pas à dire qu'on est ici, ne pas s'enfermer dans le communautarisme, on vous dit que vous êtes quelqu'un de complexe, quand vous voulez être vous-même. Mais juste pour rebondir sur l'histoire de l'esclavage, je suis d'accord qu'en France, comme les esclaves étaient à 5000 km de la métropole, les métropolitains ne connaissent absolument pas l'histoire de la traite négrière telle qu'elle s'est passée en France. Et ce sont des choses très complexes, oui. Et je voulais dire par rapport au sujet et au thème avec cette histoire. Par rapport au thème, et justement, ça rejoint bien le thème. Ne pas s'enfermer dans des idées ceci ou cela, noir, enfin, pas de couleur, mais de laisser les gens penser exactement comme ils veulent, avec les éléments qu'ils vont chercher, là où ils doivent aller les chercher pour pouvoir penser par eux-mêmes. On n'est pas obligé de se faire une opinion tout de suite de ce qu'on a entendu. On peut couper des faits, attendre un fait, attendre un autre fait, avoir beaucoup de faits avant de dire « je crois que c'est comme ça ou pas comme ça ». Parce qu'au final, à la première fois, on va dire « il est comme j'ai entendu ça, c'est comme ça, c'est comme si ». Personne ne va chercher derrière l'information pour voir que c'est un fake ou des choses comme ça. Pourquoi vouloir se faire une opinion dès la première nouvelle, dès le premier fait? On peut juste se dire, j'ai entendu ça, ça s'est passé, c'est comme ça, c'est un fait. Ensuite, on peut rajouter des éléments au fur et à mesure et se faire une opinion longtemps après. Il faut un temps de décantation, oui.
Mais il y a toujours des choses qui sont ancrées dans l'imaginaire collectif. Je me permets juste une toute petite parenthèse, après j'arrête. Parce que... D'abord, vous parliez de... Un petit détail, encore une fois, j'étais avec mon ami antillaise, on était dans le métro, on sortait du... Bref. Son fils se met à parler fort, à faire le fou dans le métro. Et ma copine à l'époque le câble met durement. Et moi je suis pas d'accord, je me suis dit c'est un enfant, il faut qu'il joue. Et elle me regarde, elle me fait Alexis, on est dans le métro, c'est un petit noir, il parle fort, il met le sou, qu'est-ce que tu penses? Non, je crois que le petit blanc, ça aurait été pareil. Pour avoir pris le train à côté d'un carré famille tout à l'heure de gosses mal élevés blancs, je ne leur ai pas pardonné parce qu'ils étaient blancs. Je me suis dit, putain, ils me font chier, ils font du bruit. Elle, dans la manière d'élever son fils, avait ça en tête, en permanence. En permanence. Comment fait? Les gens vont penser de lui quelque chose de différent parce que c'est un petit black et parce qu'ils vont penser qu'il vient d'une cité. C'était un fait. Ça, c'est encore autre chose. Et pour terminer, ça... Une question sur la science. Oui. Oui. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, le journalisme n'est pas une science exacte. Alors, exact ou pas, dur ou pas, est-ce que vous tenez absolument aux sciences? Et si je vous pose la question, c'est pour la suivante. Pour deux raisons. D'abord, est-ce qu'on ne peut pas être un professionnel sérieux sans revendiquer une légitimité scientifique? Première question. Et deuxième chose, c'est parce que, effectivement, cette question du rapport à la science est vraiment au cœur aujourd'hui du débat au sein du monde médical, hein, et que, voilà, donc, est-ce que vous tenez, en tant que journaliste, à vous rapprocher de la science? Il y a un très beau mot aussi qui s'appelle les arts et métiers. Oui, j'aurais pu juste dire le journalisme n'est pas une science, point. Et enlever ensuite derrière le dur. Nous sommes dans une société très technique dans laquelle la science a énormément d'impact et d'importance. Et ce qu'on entend par science, c'est ce qui est démontrable, ce qui est universellement vérifiable. C'est-à-dire que la science, a priori, c'est que vous fassiez une expérience en France ou aux antipodes, le résultat sera toujours le même. Et donc, le mot science, en ce qui concerne le journalisme, j'ai envie d'y croire, parce que dans le meilleur des mondes, un journaliste qui démontre quelque chose et qui révèle une vérité, il révèle quelque chose qui est vérifiable partout, et même quelque part à travers le temps. Donc j'aimerais pouvoir m'asseoir sur ce mot, mais malheureusement, je crains que finalement le journalisme révèle davantage d'un avatar de sciences humaines que d'une science. Voilà. Et justement, pour rebondir avec une des dernières questions, justement la relecture de l'histoire, qui est une science humaine, une reconstruction savante, certes, mais c'est une science humaine, donc elle peut se tromper. Donc la relecture de l'histoire à travers le prisme des mentalités actuelles et les débats un peu ridicules comme la relecture de l'histoire coloniale, le fait de vouloir débaptiser des rues, etc. L'opinion là-dessus. Si c'est pas un danger de vouloir refaire l'histoire. Alors, refaire l'histoire, c'est Voilà. toujours un problème, puisqu'on est le fruit d'une histoire, même la plus, désolé pour le mot, la plus dégueulasse. Oui, donc il faut connaître les aspects dégueulasses de son histoire plutôt que les effacer. Parce qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on vit si on veut penser que le passé, une fois qu'on l'a retravaillé, a été exempt de tout défaut et de tout vice. Pour ce qui concerne le déboulonnage des statues, moi je comprends très bien que en Martinique, on n'ait pas envie que sur la place d'une ville, il y ait la statue de quelqu'un qui a été propriétaire d'esclaves, etc. En revanche, je trouve que ce qui est beau et très compliqué avec l'espèce humaine, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un à un moment donné qui a été propriétaire d'esclaves, comme George Washington, et pourtant qui est un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Donc vous pouvez avoir à un moment donné quelqu'un qui est salaud, qui a des esclaves, qui ferme complètement les yeux sur les exactions commises contre ces esclaves. Et paradoxalement, peut-être que ça va être un grand chercheur qui va inventer un remède médical qui va sauver dans le temps des milliers et des milliers de vies. Donc en réalité, questionner l'histoire, c'est ce que les historiens font depuis que la discipline existe. Moi, ce qui m'a un peu surprise, c'est que j'avais l'impression qu'à la fin, il y avait certaines choses qui viraient un petit peu plus ou moins au délire collectif. Quand par exemple, on est allé en Martinique s'en prendre à une statue de Victor Hugo, enfin, quel est le rapport entre Victor Hugo et l'esclavage? Enfin, est-ce que
ça virait pas à la fin d'un espèce de rituel d'épuration complète où en gros il fallait tout enlever pour ensuite redécider de ce qu'on mettait. C'est des thématiques très complexes, mais en tout cas, effacer l'histoire, ce n'est pas possible. On ne peut pas comprendre le monde dans lequel on vit si on veut enlever les défauts de l'histoire. Et donc, en fait, il ne s'agit pas de justifier les objections, il ne s'agit pas de critiquer ou de valider, il s'agit de comprendre. Et donc, on ne comprend pas l'histoire si on l'efface et si on la réécrit. Voilà. Non, mais ça recouper la simplification parce que justement, c'est tellement manichéen maintenant qu'on n'accepte plus la complexité de personnes. Oui, quelqu'un qui a commis des exactions. Alors, on peut mettre de côté l'histoire de l'esclavage et des Antilles, mais vous pouvez avoir un héros national, héros de guerre, qui, à un moment donné, sauve son pays. Et puis, on va découvrir que peut-être, je vais être trash, mais regardez Gilles de Rais. Il était aux côtés de Jeanne d'Arc. Il a aidé Jeanne d'Arc à bouter la perfide Albion de France et en même temps c'était un bourreau d'enfants. Il a quand même sur les mains du sang de centaines et de centaines d'enfants. Et donc effectivement le manichéisme ce serait de dire Gilles de Rais était un bourreau d'enfants et puis quand je dis bourreau d'enfants c'était vraiment bourreau d'enfants. Donc on va faire abstraction du fait qu'il était aux côtés de Jeanne d'Arc, que c'était un militaire héroïque sur le champ de bataille. Donc, encore une fois, tout ça est très complexe. Et si on me dit, est-ce que tu es pour ou contre Gilles de Rais, c'est un contresens. Voilà. Mais ça marche pour toutes les grandes figures historiques, en fait. Et donc, aux États-Unis, puisque ces débats, en réalité, qui sont venus, prennent leur source là-bas, les gens des États du Sud qui sont attachés à certaines figures militaires de la guerre de sécession ne sont pas forcément d'ignobles salopards, anti-noirs, pro-esclavage, mais en réalité, les héros des uns sont toujours les bourreaux des autres, et donc il y a des figures qu'on peut aimer en France et qu'on déteste en Angleterre, donc là je pense à Napoléon, mais vous pouvez avoir quelqu'un adoré en France, détesté en Afrique, et pourquoi pas inversement, même si dans le sens de l'histoire c'est plutôt comme ça que ça s'est fait. Et donc, voilà, simplifier une figure historique avec 300 ans d'écart sur des critères subjectifs, c'est très particulier. Moi, dernièrement, j'ai parlé à Paris avec quelqu'un qui me disait je suis vraiment triste, j'adorais Rousseau, puis maintenant je l'aime plus parce que j'ai découvert qu'il était raciste. Et là, je lui dis mais qu'est-ce qui te fait dire que Rousseau était raciste ? Et c'est parce qu'il y a dans des textes qu'on a trouvés avec, je crois, 100 ou 200 ans d'écart, quelqu'un qui a côtoyé Rousseau qui dit qu'à un moment donné, on a fait une blague sur un esclave et Rousseau a rigolé. Donc ça ne suffit pas à dire Rousseau est un raciste, donc on va le sortir des dictionnaires. Et donc en fait, il y a, voilà, je pense en ce moment, un effet d'emballement, quelque chose d'assez simplificateur, mais parce que comme on le disait tout à l'heure avec la dame qui a posé la question, peut-être aussi que quand on tranche dans le vif, même un peu brutalement, quitte à faire des dégâts, ça rend l'existence plus simple. Voilà, un tel est un héros de l'histoire ou un tel est un pur salaud, mais alors qu'en réalité, il peut toujours être les deux à la fois. Oui, j'ai lu les 10 petits nègres, mais en fait, ils étaient 10. Non. Pour en revenir à la France, donc, après donc, la Seconde Guerre mondiale, la France est rentrée dans une période des 30 Glorieuses où il y avait une certaine prospérité économique. Et donc, on a fait appel à nos colonies, plutôt nos anciennes colonies, pour faire venir de la main-d'œuvre du Maghreb et d'Afrique pour remplir ces boulots où il n'y avait pas besoin d'une qualification particulière. Il semblerait que ces gens sont venus du Maghreb et d'Afrique, ont intégré les usines. D'ailleurs, cette région en est un exemple concret, puisqu'on a un lac à côté avec Mourenx. Et je crois que Mourenx est né un petit peu de ce phénomène-là. Et il semblerait que ces gens ont intégré les usines et ont travaillé, ces Maghrébins, ces Africains, et qu'il n'y avait pas de problème particulier. Peut-être quelques exemples, comme l'a cité monsieur devant moi, mais bon, il a cité les années 90, moi c'est encore avant. On parle de l'industrialisation des 30 Glorieuses. Voilà, moi la question que j'aimerais vous poser, Marion, et peut-être à la salle aussi, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On a cette génération-là qui est venue et qui a travaillé, où il n'y avait pas de problème particulier, à aujourd'hui, cette séparation, peut-être, on va peut-être parler de... On parle en ce moment de ce phénomène de désassimilation. Oui, compliqué à prononcer. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé ?
Encore une fois, on pose une question et il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Par exemple, il faut bien voir que quand on faisait venir des Maghrébins pour travailler dans le bâtiment ou dans les usines, au début, on les faisait venir en disant « vous allez rester quelques mois et repartir ». Donc c'est des gens qui eux-mêmes n'auraient, je pense, jamais pensé que 60 ans après, leurs petits-enfants allaient naître ici. Donc, et en plus de ça, il y avait une insertion économique par le travail, un pays à reconstruire. Donc le phénomène de désassimilation, déjà, je ne sais pas si on peut vraiment le dire comme ça, parce que même un Maghrébin aujourd'hui qui peut donner l'impression qu'il n'est pas assimilé, en réalité, il l'est. Parce que quand il rentre en Algérie, il ne parle pas toujours arabe, il y a des problèmes culturels avec la famille qui est restée au pays. Donc désassimilation, si ça veut dire qu'on n'assimile plus comme les Polonais d'il y a 70 ans, oui, mais parce que la société a changé aussi. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie d'assimiler parce que quelque part, on est plus individualiste. Donc, je pense qu'avant, on assimilait de force les gens qui arrivaient. Des fois, on leur changeait leur nom de famille à l'état civil sans leur demander leur avis. Les prénoms étaient imposés par le calendrier. Là, en fait, maintenant, je pense que c'est beaucoup plus aussi considéré comme une violence d'assimiler des gens sans leur accord. Je pense qu'il y a un changement de logiciel par rapport à ça. Et puis, voilà, c'est aussi plus difficile d'assimiler les gens quand on leur dit il n'y a pas de travail. Voilà, c'est... Oui et non. C'est-à-dire que quand vous avez du travail, il y a un phénomène, on va dire, de réel qui fait que vous allez au travail et des fois, dans une mine ou dans une usine, vous avez 60 nationalités différentes. Et donc, par la force des choses, peut-être que vous allez épouser quelqu'un d'une autre communauté, que dans votre quartier, il y a 60 nationalités différentes, que l'école derrière donne du travail. Enfin, voilà, mais maintenant, vous avez de plus en plus, au sein d'un immeuble, des fois que 2 ou 3 nationalités. Moi, par exemple, ma meilleure amie qui est algérienne, elle m'a dit, mais quand je suis arrivée à Grenoble, ça m'a marqué. Je me suis retrouvée dans un quartier où il y avait énormément d'Algériens. Je parlais avec les Algériens arabes. J'ai mis énormément de temps à parler français. Et donc, en fait, quand vous avez un quartier avec beaucoup plus de nationalités, l'assimilation se fait parce que, en fait, le réel vous force quelque part à le faire sans que forcément il y ait l'État derrière qui vous force. Et puis ensuite, oui, je pense que maintenant, quand on fait venir des gens, on leur dit, on leur fait comprendre très brutalement, tu vas travailler, basta. Il n'y a pas un projet de société derrière, de faire socle commun, etc. Mais voilà, c'est des choses encore très complexes. On peut encore en parler pendant 1 ou 2 heures. Mais encore une fois, je suis sûre que chacun va avoir son anecdote, son analyse, son prisme de lecture. Et comme les choses sont très complexes, en recoupant tout à la fin, on va se rendre compte que chacun a un petit bout de l'explication finale, quoi. Oui. Oui. La réalité économique, moi je suis très, comme on dit, matérialiste par rapport à ça. Je pense que c'est les progrès scientifiques, les progrès technologiques et les moyens financiers à un moment donné qui décident de la destinée des êtres humains, bien plus que les idées d'ailleurs. C'était dans l'exemple de l'assimilation de cette population. La réalité économique a été un des facteurs. À une époque, ils étaient assimilés parce qu'il n'y avait pas de problème économique. Oui, mais dès que les problèmes ont commencé, il y avait une forme de non-intégration. Et là, soudainement, surgit le problème de la religion aussi. Je suis désolé. Les Italiens, les Portugais, c'est catholique. Enfin, je suis désolé. Là, ce qui se présente, ce qui est arrivé il y a 2 jours, toujours encore, cette personne qui est arrivée, cette militante qui est arrivée voilée à l'Assemblée et qui a fait partir plein de députés, on a mis en parallèle, alors ça c'est encore les réseaux sociaux, c'est peut-être simplifié, le Dalai Lama arrive rappelé comme un bouddhiste. Ça crée aucune réaction. Quelqu'un qui arrive voilé, ça crée une réaction. Après, le Dalai Lama, c'est un invité diplomatique. On va pas lui demander de se mettre en slip. Enfin, bon, mais je vois ce que vous voulez dire. Non, mais... Un chef d'État africain
qui arrive devant la communauté européenne, 9 fois sur 10, il arrive en costume cravate. Mais là, c'est de la Chez lui, il est en costume de chez lui. Pas tout à fait le même symbole que le voile. Hein. Non, bah non. D'accord, mais, Ah oui, mais juste, en fait, c'est... on peut développer. Mais le fait est... Non, mais qu'est-ce que vous d'accord pas la c'est même une chose. chose. Alors, Le fait est que c'est un fait. et il y a quelque chose de très intéressant. Non, mais sur la question de l'islam, il y a quelque chose de très intéressant à prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, on a des pratiques musulmanes importées par l'argent des Qataris. C'est-à-dire que l'ouvrier en bâtiment algérien qui arrive dans les années 50, certes, sa femme est voilée, mais elle n'a pas le voile jusqu'aux chevilles avec le voile, avec le visage par-dessus. Donc on a une force économique et diplomatique avec l'argent des Qataris et des Saoudiens. Alors, excusez-moi, c'est quoi n'importe quoi? N'importe quoi, c'est que là, vous êtes en train d'insinuer que la militante UNEF, là, qui était là... Non, j'insinue rien du tout, j'ai même pas parlé d'elle. Alors là, vous me prêtez des intentions, c'est... Non. Je ne parlais pas d'elle. Non, je ne parlais pas de Myriam, non. Jusque-là, la militante UNEF, elle n'avait pas le voile jusque-là. Et je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas parlé d'elle. Enfin... Vous faites un parallèle. Non, c'est vous qui faites le parallèle, monsieur. Non, mais c'est vous qui faites le parallèle. On parle du fait... Le problème, c'est pas d'être pour ou contre. C'est le fait que ça crée une réaction. Ouais, C'est ça qu'on parle, la binarité, ça peut, la hein, réaction. ça peut, parce que... Après, ça crée une réaction, et ça quand crée même, hein. clairement une réaction. Moi, je ne parlais pas de la militante de l'UNEF, je dis juste que l'islam est présent en France depuis 60 ans, mais il y a une radicalisation de l'islam aujourd'hui en France, et je ne parle pas de la militante de l'UNEF, mais parce qu'il y a aussi, je pense, quelque chose qui se joue au niveau d'une pratique de l'islam qui vient du wahhabisme, qui lui, pour le coup, est un islam politique, et donc, même déjà quand on parle du voile, on ne peut pas dire le voile, parce qu'il y a 4, 5, 6, 7 manières de se voiler. Donc quand vous êtes en région parisienne et qu'une femme voilée jusqu'aux chevilles avec quelque chose qui cache la moitié de son visage vous dit en bon français « salam alikoum », ce qui n'est pas une obligation coranique, son voile. Mais en fait, moi, je suis allée en Algérie, j'ai eu des débats sur le voile en Algérie, mais d'une autre teneur qu'ici. Donc même dans le monde musulman, il y a des débats. Moi, j'ai vu en Algérie des gens dire à leurs filles je veux bien que tu mettes le voile, mais tu mets pas ça, c'est les wahhabites, c'est pas nous. Donc, encore une fois, tout est très complexe. Je ne parlais pas de la militante de l'UNEF, elle se voile pas, vraiment, je m'en fous. Mais moi, vous me dites que je fais un parallèle entre l'islam radical et la militante dont je n'ai même pas fait mention. Donc vous vous rendez compte comme c'est pervers, vous êtes en train de me prêter un discours que je n'ai pas. Non, madame parlait de la militante UNEF, vous avez rebondi dessus en disant que... Non, je rebondissais sur la question de l'islam, pas sur la militante de l'UNEF. Ne me prêtez pas des intentions, ne me prêtez pas des intentions. Je sais encore ce que je dis, je suis majeure et vaccinée, merci. Au tome du débat, c'est pas qui a raison. Ouais, mais il faut pas le monopoliser, le débat aussi. Le thème du débat, c'est justement que ce soit pas tout noir ou du blanc. Et là, on se rend compte à quel point c'est difficile d'avoir une nuance dans le débat en France. J'ai pas entendu. C'est vrai, excusez-moi. Là, on se rend compte à quel point c'est difficile de mettre du noir ou du blanc. C'est ça la base du débat. C'est surtout difficile de débattre quand on dit que quelqu'un qui ne dit pas quelque chose l'a dit. Et si en plus vous faites ça pas devant moi en me prêtant un discours que je tiens pas, on imagine à la fin le bordel que ça donne quand on dit qu'un tel dit tel truc qu'il n'a jamais dit. Donc le problème, c'est pas de savoir si vous avez raison ou pas. C'est le problème de savoir si on peut... C'est le problème qu'on me prête des propos que j'ai pas. Ça, c'est un truc qui a tendance à m'agacer. Je ne parlais pas de cette femme. Et là, on était déjà en train de me dire, vous amalgamez la femme à je sais pas quoi, ça m'a vraiment gonflé. Si on peut avoir justement une graduation dans l'analyse. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que si on veut aborder la question de l'islam en France, on ne peut pas faire abstraction. Déjà, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet ce soir. Mais je tiens quand même à dire qu'on ne peut pas faire abstraction de l'influence des pratiques wahhabites qui arrivent d'Arabie Saoudite. L'islam traditionnel du Maghreb, ce n'est pas celui de l'islam radical avec le voile jusqu'aux chevilles, même
certains qui refusent de serrer la main aux femmes, tout ça, c'est lié à des choses wahhabites et qui ne concernent pas l'islam traditionnel du Maghreb, qui est beaucoup plus ouvert que l'islam que pratiquent certains déracinés aujourd'hui dans les banlieues. Et encore une fois, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Moi, quand à un arrêt de bus en Seine-Saint-Denis, une femme voilée jusqu'aux chevilles, dont je vois pas le visage, me dit salam alikoum avec l'accent français, je me dis qu'il y a un trouble identitaire de vouloir jouer à la plus arabisante que l'arabophone de naissance. Et ça, encore une fois, c'est des choses très complexes parce que y a l'influence d'Internet, il y a le fait que, sans complotisme ni rien, il y a des mosquées financées par les États du Golfe dans lesquelles on ne va pas transmettre le même islam que celui du petit bled algérien qui est familial, traditionnel, etc. Et donc, en fait, même pour parler de l'islam, c'est très complexe. Et même pour parler du voile, c'est très complexe. Vous avez des femmes musulmanes qui portent le turban. Juste, elles cachent les cheveux. Il y en a d'autres qui cachent la nuque, le menton. Il y en a d'autres qui portent un voile jusqu'aux chevilles. Donc, c'est des débats très complexes. Ce n'était pas le débat de ce soir. Et surtout, encore une fois, voyez à quel point c'est dangereux quand on vous prête des propos que vous ne tenez pas. Et puis c'est comme ça qu'on se retrouve à dire « Ah, mais un tel est raciste ou un tel est homophobe » pour des propos qu'il n'a jamais dit, qui ont été sortis du contexte. Reporter le point de l'islam, parce qu'on peut reporter ça sur les autres religions, y compris la nôtre d'ailleurs. La vôtre, je ne sais pas laquelle c'est. Mais quand vous dites la nôtre, est-ce que vous êtes sûr qu'on a la même? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Régulièrement, du célibat des prêtres. Oui. On dit que c'est une décision religieuse. Mais c'est pas vrai. C'est faux. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas du tout... Oui. Il n'a jamais été instauré au départ. Pas du tout. Voilà. C'est les prêtres, on oublie la religion. Non, mais on est d'accord. Mais les débats religieux impliquent de connaître un peu l'histoire, un peu les textes, et on ne peut pas trancher dans le vif. Voilà. Bon. Voilà. Mais comme on le disait avec la dame tout à l'heure, si on veut vivre en démocratie, on est contraint à recouper nos sources, revenir en arrière, s'engueuler, changer d'avis, et il faut aussi, socialement, avoir l'ouverture d'esprit pour ça. Se dire, un tel a dit une connerie à l'instant T, aujourd'hui il a changé d'avis, et il a le droit. Et peut-être qu'un tel a été dans l'erreur, peut-être qu'un tel a tenu des propos limites à un moment, et est-ce que ça vaut le coup de l'ostraciser, ou de toute sa vie lui coller la même étiquette sur le front? Et c'est ça aussi qui pose un peu problème aujourd'hui, c'est que moi, j'ai été très frappée il y a quelque temps de lire un article d'un homme noir aux États-Unis qui a décidé d'aller à la rencontre des membres du Ku Klux Klan pour parler avec eux, pour leur faire changer d'avis. Et je trouve ça formidable, parce qu'en fait, si chacun dit « Ah non, mais eux, c'est des fachos », et les mecs en face disent « Eux, c'est des nègres, j'en veux pas », il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de société. Mais en fait, moi, je préfère à la limite quelqu'un qui vient du Ku Klux Klan, qui change vraiment d'avis, que quelqu'un qui dit moi, je suis antiraciste, donc j'ai le bien en moi, donc je peux donner les bons points aux autres, mais en même temps, je peux être antiraciste, je ne vis qu'avec des gens qui me ressemblent. Et donc, il faut aussi que nous, socialement, on ait l'ouverture d'esprit de se dire que quelqu'un, à un moment donné, peut mal penser, mais qui peut changer d'opinion. Et ne pas coller des étiquettes sur la tête des gens. Potentiellement, ce que monsieur a fait tout à l'heure, de dire que j'amalgamais la syndicaliste avec un tel... Si quelqu'un fait ça sur les réseaux sociaux, que c'est repris, etc., je peux avoir sur l'étiquette, sur le front l'étiquette islamophobe pour le restant de ma carrière de journaliste. On a le droit de toutes les opinions. Ce qui est répréhensible par la loi, c'est de faire du mal à quelqu'un en fonction de ce qu'on pense. La diffamation. Voilà. Mais en tout cas, la diffamation et la calomnie, il y en a quand même beaucoup. Et donc, en fait, il faut aussi qu'on soit capable de se dire un tel peut être un abruti à un instant T et ensuite changer d'avis. Mais si on considère que les gens, ils ont une opinion à un instant T et qu'ils ne peuvent pas la changer, ou que même quand ils changent d'opinion, c'est un effet de stratégie, en fait, la démocratie, là-dessus, elle est verrouillée. Parce que justement, elle avancera avec des gens qui s'engueulent, qui changent d'avis, qui revoient leur jugement, qui lisent des choses. Par exemple, on en parlait tout à l'heure. Dans le meilleur des mondes, pour avoir un avis, il faudrait lire autant Valeurs actuelles que l'Humanité, que Libé, que le Figaro. Mais en fait, les gens qui disent déjà « Moi, je lis pas Valeurs actuelles parce que c'est un truc de facho », ou moi je lis pas l'Humanité parce que c'est un truc de coco, eh si on reste à chaque fois comme ça campé sur nos positions, le processus démocratique il n'avancera jamais. Et on risque au contraire de connaître une sacrée régression, notamment dans les urnes. Question avec le politiquement correct. Le politiquement correct qui veut que des mots comme, et ça fait la une de l'actualité dernièrement, ensauvagement par exemple, a créé une levée de bouclier terrible alors que
Chevènement parlait déjà de ça il y a un petit moment. Mais en fait, Oui, sauvageons, oui, mais bon. on peut détester le terme, mais en fait, encore une fois, si on refuse de parler de certaines choses, parce que déjà le terme ne nous plaît pas, on se coupe soi-même la possibilité d'échanger avec des gens vraiment pas d'accord avec nous. Mais ça veut dire qu'on se coupe de la possibilité de les faire changer d'avis. Et puis en fait, j'accorde énormément d'importance au langage, mais je peux pas m'arrêter à un mot, quoi. C'est... ensauvagement. Alors moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que ensauvagement, c'est un terme qu'on a utilisé récemment pour désigner des crimes absolument affreux. Donc il y a eu un chauffeur de bus tabassé qui est resté 3 jours dans le coma, une femme qui sortait son chien qui a été traînée en bagnole sur des centaines de mètres. C'est glauque. On peut parler d'ensauvagement pour des comportements comme ça. Et donc il y a des bonnes âmes qui sont venues dire ce terme est raciste. Donc déjà, c'était des bonnes âmes qui sous-entendaient que les auteurs de ces crimes étaient des gens noirs ou arabes. Et donc, mais en fait, déjà, moi je suis désolée, un mec blond aux yeux bleus qui fracasse le crâne d'un chauffeur de bus, pour moi c'est un sauvage. Donc en soi, le terme ensauvagement, si les gens veulent m'expliquer en quoi c'est raciste, je suis preneuse, parce que moi j'aime bien discuter avec des gens qui m'expliquent des choses que je comprends pas au premier coup. Mais procès d'attention, j'écoute, je suis pas complètement naïf, je suis pas complètement... je vous écoute. Très bien ce qu'il y a derrière. Non, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, sinon je le dirais. Encore une fois, vous faites un procès d'intention, vous dites que je fais la fausse naïve. Vous n'êtes pas dans ma tête. La France aux Français. Mais quel est le rapport avec l'ensauvagement? Donc, c'est des termes, vous savez, quand les... Non. Mais pourquoi là vous me dites franco-français alors qu'on parle d'ensauvagement? Quel est le rapport? Qui veulent dire quelque chose en soi. Mais les gens qui les utilisent le font dans une optique claire. Mais donc un militant Trotsky, donc ma belle-mère antillaise communiste, quand elle dit ensauvagement, mais non, mais c'est un exemple comme un autre. Moi aussi je m'en fous de votre copine antillaise, ne me manquez pas de respect. Donc tiens, un politicien aguerri qui avant-hier utilise ce terme le fait en connaissance de cause. En connaissance de cause de quoi? Il y a des élections qui arrivent, il faut... Qu'on vient de m'expliquer, hein. Je suis partante. Hein. Je vous dis, et ce terme a déjà utilisé avant, ils savent exactement... Mais quel rapport avec France-aux-Français? De polémique que ça va créer, et ils le font en connaissance de cause. Un gars, mais un mec qui utilise ça, qui a 50 mecs qui le... Un ministre qui utilise ça, il le fait pas. Il n'a pas dit la France aux Français, Darmanin. Il a parlé d'ensauvagement pour parler d'un mec qui a été tabassé à mort. C'est à cause du discours comme ça qu'on... S'il n'y avait pas un problème, il n'y aurait pas de polémique maintenant. Non, mais allez trouver des polémiques où il n'y en a pas. C'est le fait que tous les observateurs se sont rendus compte que c'était un terme utilisé régulièrement par l'extrême droite. Utilisons un autre terme pour dire la même chose, mais la réalité derrière, c'est un mec tabassé à mort. Qu'on appelle ça ensauvagement ou crime ou ce que vous voulez. Il y a une dizaine de personnes pour lui qui bossent dans la communication. Le jour où il décide de faire ça, il ne décide pas de le faire en se levant le matin en disant « Oh tiens, je vais utiliser ce terme ». Il sait exactement ce qu'il fait. Il sait que derrière, il va y avoir une polémique. Mais il n'a pas dit la France aux Français. Français. Ce qui se passe. Mais non, c'est extrapolé pour rien. Mais si. On en revient au fait, il n'a pas dit la France aux Français. Point Non, bon d'accord, oubliez ça. Oui, mais c'est comme ça qu'on... Mais en quoi c'est polémique? C'est parce que c'est un mot utilisé par l'extrême droite, donc on ne doit pas l'utiliser. En fait, c'est ça. Donc il y a des mots tabous. Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Ben oui. Mais vous pouvez dire que je feins l'innocence. Hein. Dernière question, après on va remercier Marion. La polémique. Eh oh, vous souhaitez un petit peu, là. Oh. Ça fait une heure. Celui qui parle, là. Bon, une dernière question, après on va... Tous les journaux n'ont pas parlé Mais il se tait ou un peu. Pourquoi il fallait utiliser ce terme? On a même interrogé le président de la République. Qu'est-ce que tu rends comme terme à part ça? Enfin, un mec qui est tabassé à mort et qui reste dans le coma 3 jours, ce qui est choquant, c'est le crime ou c'est le mot? Et de savoir qui utilise le mot. Bon, on va laisser... Du coup, pourquoi vous vous énervez? Je comprends pas. Mais vraiment, hein. Tu veux qu'on fasse quoi? Comme les pédagogues de l'éducation nationale, pas les institutions dessus, qui emploient la novlangue pour l'outil scripteur. Posez-vous la question. C'est connerie, quoi. C'est de l'ensauvagement, point barre. C'est le terme Bon. approprié. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord que il n'y a pas de polémique là-dessus.
là-dessus, quoi. Si, il y en a eu une, oui. Excusez-moi, je suis pas en train de donner mon opinion. Ah oui. Je suis en train de me demander pourquoi ça crée Il y a une dernière question, on va partager la parole quand même parce que bon. Oui, mais est-ce qu'on peut le laisser finir? Oui, mais Je suis en train de me demander pourquoi ça crée autant. Et même encore maintenant, pourquoi ça crée autant de vagues. Mais en fait, monsieur, Parce que ce sont des musulmans qui ont fait ça. Je voulais dire, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, Face à des gens, c'est musulmans. Donc, ça crée une polémique parce que tout ça vient de la communauté musulmane. Voilà pourquoi ça crée la polémique, c'est tout. C'est tout, stop. Madame. Bon. Ouais, une question, après on va... Pourquoi on interroge la présidente de la République sur son opinion? Voilà, bonsoir. Je voudrais poser la dernière question par rapport à tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a dit. Je voudrais que vous me parliez un petit peu de Michel Houellebecq, soumission. Est-ce que nous sommes dans la soumission? Merci. Ah bon, on pose une question littéraire. Soumission de Houellebecq, c'est une uchronie. Donc en fait, on n'y est pas puisque le livre parle de l'élection en France d'un président musulman qui instaurerait un régime islamique très cool, parce qu'on est très loin de Daesh dans Soumission, hein. On est dans un régime où l'islam est la religion d'État, mais où la France est prospère économiquement. Enfin, c'est... Ouais, mais ce qui est ambigu, en fait, c'est que les gens ont lu Soumission en disant c'est un roman islamophobe, mais en réalité, c'est plus une science-fiction politique dans laquelle il imagine une France dans laquelle les problèmes de chômage sont résorbés parce que comme on encourage les femmes à rester à la maison, ça diminue en fait le nombre de candidats sur le marché du travail. En fait, il est dans la pure spéculation et c'est un romancier, il est dans la spéculation. Et donc, pour l'instant, on n'est pas du tout dans Soumission. Enfin, on n'a pas élu un président musulman. L'islam n'est pas la religion d'État en France. Les femmes ne sont pas à la maison. Mais voilà, lui, en fait, il fait une supposition. Et finalement, la France qu'il imagine dans Soumission est une France, finalement, qui est prospère économiquement, qui domine le bassin méditerranéen. C'est une France, on va dire, apaisée. Et même le personnage principal du roman, à la fin, se convertit parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes existentiels et qui décide d'embrasser la religion musulmane en se disant je vais avoir la paix, je vais avoir une soif d'absolu. Enfin, donc finalement, le roman de Houellebecq est très ambigu. Certes, il parle d'une islamisation de la France, mais il en parle en des termes assez optimistes, oui. Oui, il parle d'une France dans laquelle il y a le plein emploi, une France qui domine le bassin méditerranéen. Enfin, c'est pas du tout un roman paniqué. Enfin, d'ailleurs, Houellebecq parle beaucoup de Guénon dans Soumission. Donc Guénon, c'était un philosophe français très porté sur l'ésotérisme qui est devenu musulman soufi parce qu'il disait que l'islam serait la nouvelle vitalité spirituelle de l'Occident. Enfin, c'est ce que Guénon disait il y a plus de 100 ans. Et donc, dans Soumission, le personnage principal, à la fin, se convertit à l'islam dans une perspective guénonienne. C'est-à-dire qu'il embrasse l'islam parce que il veut savoir qu'il y a un Dieu réconfortant au-dessus de lui. Il veut embrasser l'absolu. Donc, il ne décrit absolument pas une France daéchisée. Donc voilà, c'est un roman de science-fiction, mais finalement, dans lequel l'islam est la réponse au problème existentiel du héros houellebéckien moyen. Donc c'est un roman beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut penser a priori. Bon, eh bien merci à vous tous d'être venus. On remercie Marion. Et vous pouvez retrouver son livre Faux départ. Donc.